Le lustre de cristal de Bohême projetait 1000 éclats dorés sur les murs lambrissés du bureau présidentiel. Étienne Morel, 48 heures après son 38e anniversaire, fixait par la baie vitrée les toits gris de Paris qui s'étendaient jusqu'à l'horizon brumeux. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur l'acajou poli de son bureau, un rythme qui trahissait une inquiétude rare chez cet homme habitué au contrôle absolu. « Monsieur le Président », la voix de sa secrétaire résonna dans l'interphone. « Madame Dubois souhaiterait vous voir concernant les rapports de Lyon. » Étienne soupira. Encore Lyon. Cette filiale lui donnait des sueurs froides depuis des mois. Les chiffres étaient corrects, presque parfaits même, mais quelque chose clochait. Des rumeurs circulaient, des murmures dans les couloirs de la direction générale. Des employés mécontents, un climat délétère, des pratiques douteuses. Autant d'ombres qui ternissaient l'image immaculée de Maison Clarté. « Faites-la entrer », répondit-il en ajustant sa cravate Hermès. Marguerite Dubois, directrice des ressources humaines, pénétra dans le sanctuaire de velours et de bois précieux. Son visage, habituellement serein, trahissait une préoccupation profonde. Elle tenait entre ses mains un dossier dont l'épaisseur ne présageait rien de bon. « Étienne, nous avons un problème. » Elle n'utilisait son prénom que dans les moments graves. « J'ai reçu 3 témoignages anonymes cette semaine. Tous concernent la filiale de Lyon. » Étienne se leva, ses 2 mètres imposant un respect instinctif. Son costume sur mesure, d'un bleu marine profond, épousait parfaitement sa silhouette athlétique entretenue par des séances de tennis au Racing Club de France. Mais derrière cette façade impeccable, une tempête grondait. « Quel genre de témoignage ?» Sa voix gardait ce timbre grave et posé qui avait séduit tant d'investisseurs lors des conseils d'administration. Harcèlement moral, heures supplémentaires non payées, humiliation publique. Marguerite ouvrit le dossier. Le gérant, Philippe Moreau, semble régner en despote. Les employés ont peur de parler, mais l'un d'eux a trouvé le courage d'écrire. « Écoutez ceci, je travaille pour Maison Clarté depuis 5 ans. J'aimais cette entreprise, ses valeurs, sa réputation. Mais depuis l'arrivée de M. M à Lyon, c'est devenu un enfer quotidien. Nous sommes traités comme des esclaves. Il faut que le président sache ce qui se passe vraiment dans ses magasins. » Étienne sentit ses mâchoires se crisper. Maison Clarté, c'était l'œuvre de sa vie, l'héritage de 3 générations de Morel. Son grand-père avait ouvert la première boutique en 1952. Son père l'avait développée dans toute la France et lui avait hissé l'enseigne au rang de référence du raffinement français. Chaque magasin était censé incarner l'art de vivre à la française, l'élégance et le respect. « Qu'est-ce que vous proposez ?» demanda-t-il en se rasseyant. « Une inspection surprise, une équipe de la direction générale, des auditeurs externes. » Non, le mot claqua comme un coup de fouet. Trop visible, trop officiel. Moreau aura le temps de tout maquiller. Marguerite le regarda, intriguée. Dans ses yeux noisettes, elle lut une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. Étienne Morel, l'héritier des salons parisiens, l'homme qui n'avait jamais posé le pied dans un magasin sans être annoncé par un comité d'accueil, venait de prendre une décision qui allait bouleverser sa vie. « J'y vais moi-même, incognito. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu entendre tomber une épingle sur le tapis perçant. Marguerite écarquilla les yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Vous... Pardon ? Vous m'avez très bien compris. Je vais à Lyon, sous une fausse identité. Et je découvre par moi-même ce qui se passe dans cette filiale. Étienne, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas... » « Si, je peux. » Il se leva à nouveau, arpentant son bureau avec l'énergie d'un félin en cage. « J'en ai assez de vivre dans une tour d'ivoire, de diriger une entreprise que je ne connais que par des rapports aseptisés et des réunions de direction. Comment puis-je prétendre défendre les valeurs de Maison Clarté si je ne sais même pas ce que vivent réellement nos employés ?» Marguerite le fixa, bouche bée. En 20 ans de collaboration, elle n'avait jamais vu Étienne remettre en question sa méthode de management. Il était né dans le luxe, avait grandi dans les cercles les plus fermés de la haute société parisienne, dirigeait l'entreprise depuis son bureau comme un monarque éclairé mais distant. Et concrètement, comment comptez-vous procéder ? Un sourire énigmatique étira les lèvres d'Étienne. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait vivant
électrisé par l'adrénaline d'un défi inédit. « Julien Marchand », dit-il, « c'est le nom que j'utiliserai. Un intérimaire, une histoire plausible. Vous vous chargez des papiers. Dans une semaine, je commence comme repositeur à Lyon. » La pluie parisienne se mit à tambouriner contre les vitres, comme si le ciel lui-même approuvait cette décision folle. Étienne Morel, président de Maison Clarté, venait de choisir d'abandonner temporairement son trône doré pour découvrir la vérité. Il ne savait pas encore que cette quête de vérité allait le mener vers quelque chose de bien plus précieux que tous les rapports du monde. L'amour véritable. Le miroir de la suite du Grand Hôtel des Terreaux reflétait un homme qu'Étienne Morel ne reconnaissait pas. Fini le costume sur mesure, les chaussures italiennes à 1 000 €, la montre Patek Philippe qui ornait son poignet depuis 10 ans. À la place, un jean délavé acheté dans une grande surface lyonnaise, des baskets blanches anonymes, un pull en coton bleu marine d'une marque de distribution. Ses cheveux, habituellement laqués et parfaitement coiffés, tombaient maintenant librement sur son front, lui donnant un air juvénile qu'il avait oublié posséder. « Julien Marchand », murmura-t-il à son reflet. 32 ans, célibataire, originaire de Clermont-Ferrand. Études de commerce interrompues pour raisons financières. Expérience dans la vente, actuellement en recherche d'emploi stable. Il avait répété cette biographie fictive 100 fois durant le trajet en TGV depuis Paris, jusqu'à ce qu'elle coule naturellement de ses lèvres. Marguerite avait fait un travail remarquable. Papier d'identité impeccable, CV crédible, avec de vraies références d'entreprises complices, historique bancaire cohérent. Rien ne pourrait trahir sa véritable identité. Son téléphone vibra. Un message de Marguerite. « Tout est prêt. Philippe Moreau vous attend demain matin à 8h30. Bonne chance, Julien. » Étienne rangea son smartphone dernière génération dans un tiroir et sortit un modèle basique acheté dans une boutique d'opérateurs. Même les détails les plus infimes comptaient dans cette mascarade. Il observa une dernière fois cette chambre d'hôtel 4 étoiles qu'il quitterait le lendemain pour un petit studio meublé du quartier de Croix-Rousse, loué sous son faux nom. Le lendemain matin, à 8h25 précise, Étienne poussa les portes vitrées de Maison Clarté-Lyon, rue de la Part-Dieu. Le carillon familier retentit, celui qu'il avait choisi personnellement pour tous les magasins de l'enseigne. Mais, pour la première fois, il l'entendait du point de vue d'un employé, pas d'un patron en visite officielle. La boutique s'étendait sur 3 niveaux, dans un bâtiment haussmannien réaménagé avec goût. Au rez-de-chaussée, l'art de la table et les objets de décoration s'épanouissaient sous un éclairage savamment étudié. À l'étage, le linge de maison et les textiles créaient une atmosphère feutrée. Au sous-sol, l'espace stockage et les bureaux administratifs bourgeonnaient d'une activité constante. « Vous devez être marchand », grogna une voix derrière lui. Étienne se retourna et découvrit Philippe Moreau, 45 ans environ, bedonnant, le cheveu rare plaqué sur un crâne luisant. Son costume froissé et sa cravate de travers trahissaient un homme négligé, loin des standards d'élégance que prônait Maison Clarté. Mais ce qui frappa le plus Étienne, ce fut le regard. Des yeux froids, calculateurs, dénués de toute chaleur humaine. « Bonjour, monsieur Moreau. Merci de m'accorder cette opportunité. »« Ouais, bon. » Philippe consulta sa montre avec ostentation. « Vous êtes pile à l'heure. C'est déjà ça. Ici, on n'aime pas les retardataires. Suivez-moi. » Ils traversèrent le magasin, Philippe saluant sèchement les employés qui s'empressaient de baisser les yeux sur leur passage. L'atmosphère était tendue, presque oppressante. Étienne nota mentalement chaque détail. Les épaules voûtées des vendeurs, leur sourire factice, la façon dont ils se figéaient dès que le gérant apparaissait. « Votre poste sera au rayon vaisselle et art de la table », expliqua Philippe en gravissant l'escalier vers l'étage. « Réapprovisionnement, nettoyage, rangement. Vous travaillerez sous les ordres de Manon Lefebvre. Elle vous expliquera les procédures. » Ils atteignirent l'étage des arts de la table. Entre les présentoirs chargés de porcelaine fine et les étagères débordant de cristallerie, une jeune femme arrangeait minutieusement un service à thé en faïence de Gien. Étienne la vit de profil d'abord. Des cheveux châtains aux reflets cuivrés remontés en un chignon lâche, quelques mèches rebelles encadrant un visage aux traits fins. Elle portait l'uniforme de l'enseigne, chemisier blanc et veste bleu marine.
Mais même ce vêtement standardisé ne parvenait pas à masquer sa grâce naturelle. « Lefebvre !» aboya Philippe. La jeune femme sursauta légèrement, manquant renverser une tasse. Elle se retourna, et Étienne découvrit des yeux d'un vert profond, piqués de paillettes dorées. Son visage exprimait une fatigue certaine, mais aussi une détermination tranquille qui l'intrigua immédiatement. « Voici Julien Marchand, votre nouveau collègue. Expliquez-lui le travail, montrez-lui les procédures, et surtout, il pointa un doigt boudiné vers Étienne, surveillez-le bien. Les intérimaires, ça casse tout. » Sur ces mots charmants, Philippe Moreau tourna les talons et disparut vers son bureau, laissant derrière lui un silence gêné. La jeune femme, Manon, observa Étienne quelques secondes, puis esquissa un sourire las. « Bienvenue dans le merveilleux monde de Maison Clarté, dit-elle, avec une ironie à peine voilée. Je suis Manon Lefebvre, responsable du rayon. Et vous, vous êtes le nouvel agneau sacrificiel ?» Étienne ne put s'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans cette franchise directe, si différente des courbettes et des flatteries dont on l'abreuvait habituellement. « Julien Marchand, et j'espère survivre plus longtemps qu'un agneau. Ça dépendra de votre capacité à supporter l'ambiance, » répliqua Manon en reprenant l'arrangement de son service à thé. Règle numéro 1. Quand Moreau arrive, on baisse la tête et on travaille 2 fois plus vite. Règle numéro 2. On ne pose jamais de questions sur les méthodes de gestion. Règle numéro 3. On sourit aux clients même quand on a envie de pleurer. Étienne l'observait, fasciné par cette personnalité qui osait critiquer ouvertement la hiérarchie. Dans son monde, personne n'aurait jamais parlé ainsi d'un supérieur, même absent. « Et la règle numéro 4 » demanda-t-il. Manon leva les yeux vers lui, surprise par cette complicité immédiate. « La règle numéro 4. On se serre les coudes entre collègues, parce que c'est la seule façon de tenir dans cette galère. » Elle lui tendit la main, et quand leurs paumes se joignèrent, Étienne ressentit une décharge électrique qu'il n'avait jamais éprouvée. Pas même avec Céline, sa dernière conquête du 16e arrondissement, ni avec aucune des femmes sophistiquées qui gravitaient dans son cercle social. « Alors, Julien Marchand de Clermont-Ferrand, » dit Manon en libérant sa main, prêt à découvrir l'envers du décor. Les 3 premières semaines de Julien Marchand chez Maison Clarté-Lyon furent une révélation brutale. Chaque matin, Étienne quittait son modeste studio de Croix-Rousse à 7h30, prenait le métro ligne A jusqu'à Bellecour, puis marchait 10 minutes dans les rues pavées jusqu'au magasin. Cette routine, si banale pour des millions de Français, représentait pour lui une plongée dans un univers qu'il n'avait jamais soupçonné. Au début, ses gestes étaient maladroits. Ses mains, habituées aux documents de luxe et aux poignées de main protocolaires, peinaient à manipuler les cartons lourds, à nettoyer les étagères poussiéreuses, à ranger méticuleusement la porcelaine sans la briser. Manon l'observait avec un mélange d'amusement et de patience, corrigeant ses erreurs sans jamais le faire sentir ridicule. « Attention, Julien », lui dit-elle un matin en voyant ses efforts pour déplacer un présentoir de coupe en cristal. Le cristal de baccarat, ça ne pardonne pas. Une seule pièce cassée, et Moreau nous fait un scandale. Étienne hocha la tête, troublé d'entendre le nom de cette prestigieuse manufacture qu'il côtoyait depuis l'enfance. Dans son monde, on ne manipulait pas le baccarat, on l'admirait lors de dîners mondains. Ici, c'était un produit comme un autre, certes précieux, mais qui devait être vendu, rangé, épousseté quotidiennement. La dynamique du magasin se révélait peu à peu. Philippe Moreau régnait par la terreur, multipliant les remarques acerbes et les humiliations publiques. Étienne le vit faire pleurer Sandrine, une vendeuse de 50 ans, parce qu'elle avait osé suggérer un réaménagement de vitrine. Il assista, impuissant, aux colères du gérant contre Thomas, un jeune homme de 22 ans qui cumulait 2 emplois pour payer ses études. « Il ne peut pas nous traiter comme ça », murmurait Étienne à Manon lors de leur pause cigarette dans la cour arrière du magasin. « Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» répondait-elle en tirant nerveusement sur sa cigarette. « Porter plainte? Avec quoi? Il ne nous frappe pas, il ne nous insulte pas directement. Il sait très bien naviguer dans la zone grise du harcèlement moral. Et puis, dans cette période de crise, qui va prendre le risque de perdre son travail ?
Ces conversations révélaient à Étienne une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. La peur viscérale du chômage, l'acceptation résignée de conditions de travail indignes, la soumission forcée face à l'arbitraire. Lui qui avait grandi dans la certitude que le respect était dû naturellement découvrait qu'il pouvait être un luxe inaccessible. Mais au-delà de cette prise de conscience sociale, quelque chose de plus personnel se développait. Manon l'intriguait de plus en plus. Elle avait cette capacité remarquable à préserver sa dignité malgré les vexations, à maintenir sa bonne humeur malgré la fatigue, à protéger ses collègues plus fragiles malgré sa propre précarité. Un jeudi soir, alors qu'ils fermaient ensemble le rayon, elle lui raconta son histoire. « J'ai fait Sciences Po Lyon », dit-elle en rangeant les dernières pièces d'argenterie dans leur écrin. « J'avais des projets, tu sais. Travailler dans la diplomatie peut-être, ou dans la communication culturelle. Et puis maman est tombée malade. Cancer du sein. Grand-mère a commencé à perdre la tête. Il a fallu que je m'occupe de tout. » Étienne l'écoutait, fasciné par cette simplicité avec laquelle elle évoquait des drames qui auraient brisé d'autres personnes. « Maman est partie il y a 3 ans. Grand-mère vit maintenant dans un petit appartement près de chez moi. Elle a ses bons et ses mauvais jours. Les bons, on fait de la pâtisserie ensemble. Les mauvais, elle ne me reconnaît plus et me prend pour sa sœur décédée. Et vous n'avez jamais pensé à reprendre vos études ?» Manon eut un rire un peu amer. « Avec quel argent? Quel temps? Grand-mère a besoin de moi, et ce travail me permet tout juste de payer le loyer et ses médicaments. Les rêves, c'est un luxe que je ne peux plus me permettre. » Cette phrase frappa Étienne comme une gifle. Les rêves, un luxe. Lui qui n'avait jamais eu à renoncer à quoi que ce soit, qui avait pu choisir sa voie sans contrainte financière, découvrait que d'autres devaient enterrer leurs aspirations par nécessité. « Et vous n'avez jamais de regrets ? » ?»« Bien sûr que si, » répondit Manon en éteignant les lumières du rayon. « Mais les regrets ne paient pas les factures. Et puis, il y a des compensations. » « Lesquelles ?» Elle se tourna vers lui dans la pénombre du magasin fermé. Ses yeux verts brillaient d'une lueur particulière. Les rencontres inattendues, les collègues sympathiques qui débarquent de Clermont-Ferrand et qui posent les bonnes questions. Ils se regardèrent un long moment, et Étienne sentit son cœur s'emballer. Il y avait dans ce regard une invitation, une promesse, une complicité naissante qui le troublait profondément. « Manon !» commença-t-il, mais elle avait déjà détourné les yeux et se dirigeait vers la sortie. « Allez, viens, Julien, il faut qu'on ferme, sinon Moreau va encore nous faire une crise demain matin. » Ce soir-là, dans son studio spartiate, Étienne ne parvint pas à trouver le sommeil. Pour la première fois de sa vie, il ressentait autre chose que de l'attirance physique pour une femme. Il ressentait de l'admiration, du respect, une tendresse infinie pour cette battante qui gardait sa dignité malgré l'adversité. Il pensa à son monde parisien, aux femmes sophistiquées qui l'entouraient habituellement. Elles étaient belles, certes, cultivées, élégantes, mais aucune n'avait cette force tranquille, cette authenticité brute, cette capacité à transformer les difficultés en sagesse. Étienne Morel, président de Maison Clarté, était en train de tomber amoureux de Manon Lefebvre, employée de Maison Clarté. Et cette ironie du sort lui donnait le vertige. Le lendemain matin, quand il la vit arriver avec son sourire fatigué mais déterminé, quand elle lui tendit le café qu'elle avait pris l'habitude de lui apporter, quand leurs doigts se frôlèrent autour de la tasse en carton, il sut que sa mission d'espionnage industriel était devenue accessoire. Il était venu à Lyon pour sauver son entreprise. Il était en train de perdre son cœur. Un samedi après-midi d'octobre, alors que les feuilles du parc de la Tête d'Or se paraient de leurs couleurs automnales, Manon proposa à Julien de l'accompagner dans sa promenade hebdomadaire avec sa grand-mère. Étienne accepta, sans hésiter, curieux de découvrir cette facette plus intime de la vie de celle qui occupait désormais toutes ses pensées. Ils se retrouvèrent à l'entrée du parc, près du grand portail doré qui donnait son nom au lieu. Manon tenait par le bras une petite dame aux cheveux blancs comme neige, soigneusement coiffée en chignon, vêtue d'un manteau prune élégant malgré son grand âge. « Grand-mère, je te présente Julien, mon collègue dont je t'ai parlé, » dit Manon avec une douceur infinie.
La vieille dame leva vers Étienne des yeux d'un bleu délavé mais encore vif. Elle l'observa longuement, puis esquissa un sourire malicieux. « Bonjour, jeune homme. Vous avez de la chance, ma Manon ne présente pas n'importe qui à sa mémère. Tout l'honneur est pour moi, madame. Suzanne Dubois, née Marchetti. Mais appelez-moi mémère, comme tout le monde. » Ils déambulèrent lentement dans les allées du parc, s'arrêtant devant le lac où voguaient quelques cygnes majestueux. Mémère s'appuyait sur sa canne d'une main et sur le bras de Manon de l'autre, mais son pas restait alerte pour ses 86 ans. Mémère était couturière, expliqua Manon. Elle a travaillé toute sa vie dans la soie, ici à Lyon. N'est-ce pas, grand-mère? Oh que oui, s'exclama la vieille dame, ses yeux pétillants soudain. J'ai commencé à 14 ans chez Bianchini-Ferrier. Vous connaissez? Étienne hocha la tête. Il connaissait effectivement cette prestigieuse maison de soierie lyonnaise, fournisseur historique des plus grandes marques de luxe mondiales. Dans son milieu, on s'arrachait leurs créations pour les intérieurs des hôtels particuliers parisiens. J'ai passé 50 ans de ma vie les doigts dans la soie, continua Mémère, à broder, à ourler, à créer de la beauté pour des gens qui ne savaient même pas d'où elle venait. Mais c'était pas grave, vous savez. La beauté, elle existe pour elle-même, pas pour celui qui la regarde. Cette phrase frappa Étienne. Il y avait dans cette philosophie simple une sagesse qu'il n'avait jamais rencontrée dans les dîners mondains, où l'art n'était qu'un sujet de conversation sophistiqué. Ils s'assirent sur un banc face au lac. Mémère sortit un petit sac de graines de son sac à main et commença à nourrir les canards qui s'approchaient en cancanant. « Et vous, Julien, demanda-t-elle, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie ?» La question, si directe, si innocente, déstabilisa Étienne. Qu'est-ce qui le rendait heureux? Il y avait encore un mois, il aurait répondu machinalement « le succès, la réussite, la reconnaissance ». Aujourd'hui, regardant Manon qui souriait tendrement à sa grand-mère, il n'était plus sûr de rien. « J'apprends encore à le découvrir », répondit-il finalement. Mémère le regarda avec une expression entendue. « C'est bien ça. Les gens qui savent déjà tout sont ennuyeux. » Manon éclata de rire. « Mémère, tu vas effrayer Julien avec tes observations. »« Mais pas du tout, » protesta la vieille dame. « Ce garçon a l'air intelligent. Et puis, il vous regarde avec des yeux... »« Grand-mère » s'exclama Manon, les joues soudain empourprées. Étienne sentit son cœur bondir. Même une dame de 86 ans s'apercevait de ses sentiments. Il devait être plus transparent qu'il ne le pensait. Ils reprirent leur promenade, traversant le parc zoologique où Mémère s'extasiait devant les girafes comme une enfant. Puis ils longèrent les serres tropicales, ces magnifiques bâtisses victoriennes où s'épanouissaient des plantes exotiques. « Manon m'emmène ici chaque semaine », confia Mémère à Étienne. « Au début, après la mort de ma fille, je ne voulais plus sortir. Je restais enfermé dans mon appartement à pleurer. Mais cette petite, elle serra affectueusement le bras de sa petite fille, elle m'a forcé à revivre. Ce n'est rien, grand-mère. Si, c'est tout, insista Mémère. Vous savez, Julien, il y a des gens qui prennent soin des autres naturellement. Ma Manon, c'est comme ça. Elle a sacrifié ses rêves pour moi et elle ne se plaint jamais. Quel rêve? Demanda Étienne, bien qu'il connût déjà une partie de la réponse. Ce fut Mémère qui répondit, avec une fierté évidente dans la voix. Ma petite fille voulait ouvrir une galerie d'art. Pas n'importe laquelle, attention, une galerie spécialisée dans l'artisanat d'art lyonnais. Remettre au goût du jour les savoir-faire traditionnels, donner une chance aux jeunes créateurs. Manon baissa les yeux gênés. C'était un rêve de gamine, Mémère. Baliverneuse, s'indigna la vieille dame. Tu avais même trouvé le local parfait, dans le vieux Lyon. Un ancien atelier de soierie du XVIIe siècle. Tu avais tout calculé, tout prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda doucement Étienne. La vie, répondit simplement Manon. Les priorités qui changent, l'argent qui manque, les responsabilités qui s'accumulent. Ils étaient arrivés près de la roseraie où quelques roses tardives s'accrochaient encore aux buissons, malgré la fraîcheur d'octobre. Mémère s'arrêta et se tourna vers Étienne. « Vous savez ce qui me désole le plus? Non, madame. C'est que Manon pense que ses rêves étaient trop grands pour elle. Mais moi, je sais qu'elle était trop grande pour ses rêves. Cette fille,
Elle pourrait déplacer des montagnes si elle s'en donnait les moyens. Un silence ému suivit cette déclaration. Étienne regardait Manon, qui contemplait les roses avec une mélancolie palpable. Il aurait voulu lui dire qu'il pourrait l'aider, qu'il avait les contacts, l'argent, le pouvoir nécessaire pour réaliser son projet. Mais Julien Marchand, intérimaire de Clermont-Ferrand, ne pouvait pas se permettre de telles promesses. « Et vous, Julien, reprit Mémère, vous n'avez jamais eu de grands rêves? Si, bien sûr, mais parfois on découvre que ce qu'on prenait pour des rêves n'était que des habitudes. » Manon leva les yeux vers lui, intrigué par cette réponse énigmatique. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Étienne hésita. Il pensait à son existence parisienne, à ses dîners mondains répétitifs, à ses conquêtes superficielles, à cette réussite qui sonnait de plus en plus creux. « Je veux dire qu'on peut vivre toute sa vie en pensant qu'on a ce qu'on désire, et découvrir un jour qu'on désirait autre chose sans le savoir. » Mémère applaudit doucement. « Bravo, voilà un homme qui réfléchit. Manon, ce garçon me plaît. Mémère, protesta encore Manon, mais avec moins de conviction. Le soleil commençait à décliner, teintant les arbres d'une lumière dorée. Il était temps de raccompagner Mémère chez elle. En marchant vers la sortie du parc, Étienne se surprit à imaginer d'autres promenades comme celle-ci, d'autres conversations avec cette grand-mère attachante, d'autres moments volés avec Manon, loin de l'atmosphère oppressante du magasin. Pour la première fois depuis des années, il savait exactement ce qu'il désirait. Et c'était là, à portée de main, mais infiniment inaccessible tant qu'il porterait le masque de Julien Marchand. Le mois de novembre avait apporté ses premiers frimas sur Lyon et les soirées se faisaient plus fraîches. Ce jeudi soir, après une journée particulièrement éprouvante marquée par une nouvelle crise de Philippe Moreau qui avait humilié publiquement Thomas devant des clients, Manon et Étienne sortirent ensemble du magasin, épaules voûtées par la fatigue et l'indignation. « J'ai besoin d'un verre », déclara Manon en remontant la fermeture éclair de son manteau. « Et toi ?» Étienne acquiesça sans hésiter. Ces moments en tête-à-tête avec elle étaient devenus les seuls instants où il se sentait vraiment vivant. Ils descendirent la rue de la République, traversèrent la place Bellecour éclairée par les réverbères et s'enfoncèrent dans les ruelles pavées du vieux Lyon. « Je connais un endroit », dit Manon en l'entraînant vers la rue Mercière. Cette artère historique, avec ses façades Renaissance et ses bouchons lyonnais, grouillait d'une activité nocturne chaleureuse. Manon poussa la porte d'un petit bistrot à l'enseigne modeste, chez Françoise. L'intérieur était typiquement lyonnais, comptoir en zinc, banquette en moleskine rouge, miroir publicitaire d'époque, et cette atmosphère feutrée qui invitait aux confidences. Ils s'installèrent dans un coin tranquille, près de la fenêtre qui donnait sur la rue animée. Manon commanda un verre de Côte-du-Rhône, Étienne un whisky, habitude parisienne, qu'il peina à justifier. « Un whisky ?» s'étonna Manon. « Je t'aurais plutôt vu boire de la bière. J'ai des goûts éclectiques. » éluda Étienne, réalisant qu'il devait faire attention aux détails qui pourraient trahir son milieu social. Ils trinquèrent en silence, savourant cette pause, loin de l'atmosphère oppressante du magasin. La chaleur de l'alcool détendit peu à peu leurs traits crispés. « Tu sais ce qui me révolte le plus ?» commença Manon, ses yeux verts étincelants de colère contenue. « Ce n'est même pas la façon dont Moreau nous traite. C'est qu'il le fait au nom d'une entreprise qui prétend incarner l'excellence française. » Étienne sentit un pincement au cœur. Maison Clarté, c'était son œuvre, son héritage, sa fierté. Entendre Manon en parler avec tant d'amertume lui faisait plus mal qu'il ne l'aurait imaginé. « Tu connais l'histoire de cette enseigne ?» continua-t-elle en faisant tourner son verre entre ses mains. Fondée en 1952 par Henri Morel. Un type qui avait démarré avec une petite boutique de porcelaine à Paris et qui révolutionnait l'art de la table français. Il paraît qu'il passait ses journées dans ses magasins, qu'il connaissait personnellement tous ses employés, qu'il ne supportait pas qu'on manque de respect à ses équipes. Étienne buvait ses paroles, troublé d'entendre parler de son grand-père avec tant d'admiration. Son fils André a pris la suite dans les années 80, poursuivit Manon. Même philosophie, même respect des valeurs humaines. Et maintenant, c'est le petit-fils qui dirige. Étienne Morel, 38 ans,
éduqué dans les meilleures écoles parisiennes, héritier d'une fortune considérable. Le ton de Manon se fit plus dur. Un type qui n'a probablement jamais mis les pieds dans un de ces magasins autrement qu'en visite officielle, entouré d'une cour de flagorneurs. Chaque mot était comme un coup de poignard. Étienne serra son verre si fort qu'il faillit le briser. « Tu le connais » demanda-t-il d'une voix qu'il espérait naturelle. « De réputation seulement. Mais ça suffit. » Manon but une gorgée de vin, les yeux perdus dans la contemplation de la rue. Il vit dans sa tour d'ivoire parisienne, prend ses décisions en regardant des tableaux Excel, et se fiche éperdument de savoir si ses employés peuvent payer leur loyer ou élever leurs enfants dignement. « Tu es peut-être un peu... Oh, sévère !» Manon se tourna vers lui, surprise par cette défense inattendue. « Sévère ! Julien, tu as vu ce qui se passe dans notre magasin. Moreau n'oserait jamais se comporter comme ça s'il savait que sa hiérarchie le surveillait vraiment. S'il y avait un minimum de contrôle humain, d'écoute, de proximité avec les équipes de terrain. Mais comment peux-tu être sûr que ce président ne sait pas ce qui se passe? Parce que ça fait des mois que ça dure, s'exclama Manon, attirant quelques regards dans le bistrot. Elle baissa la voix. Des mois qu'on subit les caprices de Moreau, ses humiliations, ses abus de pouvoir. Tu crois vraiment qu'un dirigeant responsable laisserait faire ça? Étienne ne répondit pas, le cœur serré. Il pensait aux rapports mensuels qu'il recevait sur la filiale de Lyon, tous favorables, tous rassurants. Philippe Moreau savait manifestement maquiller la réalité pour remonter des informations édulcorées à la direction générale. Et le plus ironique, continua Manon avec un rire amer, c'est que je rêvais de travailler pour cette entreprise quand j'étais étudiante. J'admirais ses valeurs, son histoire, sa réputation d'excellence. J'imaginais que c'était différent des autres, que le respect humain y était vraiment important. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? La réalité. Elle vida son verre d'un trait. 6 mois de stage dans cette filiale m'ont suffi pour comprendre que les belles valeurs affichées sur le site internet, c'est juste du marketing. La vérité, c'est Moreau qui hurle sur Thomas parce qu'il a osé demander ses congés payés. Un silence pesant s'installa entre eux. Étienne réfléchissait à toute vitesse. Il devait agir. Mais comment? En tant que Julien Marchand, il ne pouvait rien faire contre Philippe Moreau. En tant qu'Étienne Morel, il pourrait tout changer, mais cela signifierait révéler sa véritable identité et perdre Manon à jamais. « Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir ?» reprit Manon, ses yeux retrouvant soudain leur éclat rêveur. « Dis-moi, que ce fameux président Morel vienne un jour ici, incognito, sans ses costumes de luxe et ses assistants, qu'il voie vraiment ce qui se passe dans ses magasins, qu'il découvre qui sont les gens qui font tourner son empire. » Étienne faillit sourire malgré lui. Si elle savait, tu crois qu'il changerait quelque chose? J'aimerais le croire. Mais les gens comme lui, elle soupira. Ils vivent dans un monde tellement différent du nôtre. Comment pourraient-ils comprendre nos problèmes? Peut-être qu'ils ont simplement besoin qu'on leur ouvre les yeux. Manon le regarda avec curiosité. Tu es optimiste, toi, ça me plaît. Elle posa sa main sur la sienne, et cette simple caresse déclencha en lui un torrent d'émotions. C'est rare, les gens qui gardent espoir malgré les désillusions. Ils restèrent ainsi quelques secondes, leurs mains jointes sur la table du bistrot, leurs regards plongés l'un dans l'autre. Dans les yeux de Manon, Étienne lisait une tendresse naissante qui lui donnait le vertige. Dans ceux d'Étienne, Manon devinait une profondeur qu'elle n'avait jamais soupçonnée chez cet intérimaire qui cachait si bien son jeu. « Julien, murmura-t-elle, oui, je suis heureuse que tu sois arrivé dans notre équipe. Ça change tout d'avoir quelqu'un comme toi. » Étienne sentit sa poitrine se serrer. Chaque compliment, chaque marque d'affection de Manon rendait sa imposture plus douloureuse. Il était venu à Lyon pour sauver son entreprise et découvrait qu'il était peut-être en train de perdre son âme. Quand ils sortirent du bistrot, la rue Mercière baignait dans une lumière dorée qui donnait aux pavés anciens des reflets magiques. Ils marchèrent lentement vers l'arrêt de métro, retardant le moment de se séparer. « Manon, dit-il soudain. « Oui, et si les choses pouvaient vraiment changer ?» Elle s'arrêta et le regarda, intriguée par le ton étrange de sa voix. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, une pensée comme ça.
Mais dans ses yeux, Manon lut une promesse qu'elle ne comprit pas encore. Le vendredi suivant leur soirée rue Mercière, Manon arriva au travail avec une énergie particulière. Étienne la vit déambuler entre les rayons avec un carnet à la main, griffonnant des notes, photographiant discrètement certains présentoirs avec son téléphone portable. Intrigué, il l'observa durant toute la matinée, remarquant son regard différent sur les objets qui l'entouraient. Vers midi, profitant de leur pause déjeuner habituelle dans la petite cour arrière du magasin, il se décida à l'interroger. « Tu prépares un rapport secret pour la direction ?» plaisanta-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le muret de béton qui servait de banc improvisé. Manon leva les yeux de son carnet, une lueur d'embarras dans le regard. « Pas exactement. » Mais elle hésita, puis ferma son carnet d'un geste décidé. « Tu vas me prendre pour une rêveuse, mais je réfléchis à mon projet de galerie. »« Ta galerie ? Mais je croyais que j'avais abandonné. » Elle sourit tristement. « C'est ce que je me répète depuis 3 ans. Mais notre conversation d'hier m'a fait réfléchir. Tu as dit que les choses pouvaient changer. Alors je me suis dit, pourquoi pas commencer par moi ?» Étienne sentit son cœur s'emballer. Il était responsable, indirectement, de ce regain d'espoir chez Manon. Cette responsabilité le terrifiait autant qu'elle l'enchantait. « Et qu'est-ce que tu notes dans ce carnet ?»« Des idées, des observations. » Elle rouvrit son carnet, révélant des pages couvertes d'une écriture fine et serrée. Par exemple, regarde cette présentation de vase d'Aume là-haut. Belle, certes, mais froide, sans âme. Dans ma galerie, je les disposerai différemment. Je créerai des ambiances, des histoires. Chaque objet raconterait quelque chose de son créateur, de sa technique, de son patrimoine. Étienne se pencha pour mieux voir ses croquis. Les dessins étaient simples mais expressifs, révélant un vrai sens esthétique et une compréhension profonde de la mise en scène commerciale. Tu as déjà réfléchi à l'emplacement ? Oh oui ! Ses yeux s'illuminèrent. Il y a un local incroyable dans le vieux Lyon, rue du Bœuf, un ancien atelier de soierie du XVIIe siècle. Les murs en pierre, les poutres apparentes, cette lumière unique qui filtre par les fenêtres à meneaux, ce serait parfait pour mettre en valeur l'artisanat contemporain. Et financièrement, le visage de Manon s'assombrit légèrement. C'est là que ça se complique. Entre le dépôt de garantie, les travaux d'aménagement, le stock initial, l'assurance, j'ai fait mes calculs. Il me faudrait au minimum 60 000 euros. Tu les as ? J'ai réussi à économiser 15 000 euros en 3 ans. Pas facile avec le salaire de Maison Clarté et les frais de mes mères. Elle referma son carnet avec un soupir. Au rythme actuel, il me faudrait encore 12 ans pour réunir la somme. Autant dire que le projet risque de rester un rêve. Étienne se tut, réfléchissant intensément. 60 000 euros. Pour lui, c'était l'équivalent d'un week-end shopping dans les boutiques du faubourg Saint-Honoré. Il pourrait financer ce projet les yeux fermés, sans même que cela affecte son train de vie. Mais Julien Marchand, intérimaire au SMIC, ne pouvait pas se permettre un tel geste sans éveiller les soupçons. « Et si, commença-t-il prudemment, et si tu trouvais un investisseur, quelqu'un qui croirait en ton projet, qui voudrait investir dans une galerie d'art artisanale tenue par une vendeuse sans diplôme de commerce ni expérience entrepreneuriale ?» Manon eut un rire désabusé. « Soyons réalistes, Julien. Les banques ne me prêteront jamais une telle somme, et les investisseurs privés, ils ont d'autres chats à fouetter que mes rêves de bohème. Tu sous-estimes peut-être la valeur de ton projet. » Manon le regarda avec surprise. « Comment peux-tu en être si sûr ? Tu n'y connais rien en art ni en commerce. » Étienne réalisa qu'il s'aventurait en terrain dangereux. Julien Marchand était censé être un simple repositor, pas un expert en stratégie commerciale. « J'ai de l'intuition, » improvisa-t-il, « et ton idée me semble vraiment originale. Lyon a un patrimoine artisanal exceptionnel, mais peu de lieux pour le mettre en valeur de manière moderne et accessible. Tu as raison sur ce point, » admit Manon. La plupart des galeries se contentent de vendre des reproductions ou de l'art contemporain classique. Moi, je veux créer un pont entre tradition et innovation.
Exposer un maître verrier qui réinvente les techniques du XVIIIe siècle, un céramiste qui mélange les influences lyonnaises et japonaises, une brodeuse qui transpose les motifs Canut sur des créations ultramodernes, sa passion était communicative. En l'écoutant décrire son projet, Étienne découvrait une Manon différente, une femme d'affaires en devenir qui cachait son talent sous l'uniforme bleu marine de Maison Clarté. « Tu sais quoi ?» dit-il impulsivement. « On devrait aller voir ce local dont tu parles. Maintenant, pourquoi pas? On a encore 20 minutes de pause. » Manon hésita, puis un sourire espiègle illumina son visage. « D'accord, mais on fait vite. Si Moreau s'aperçoit qu'on est parti... » Ils quittèrent discrètement le magasin et descendirent vers le vieux Lyon. La rue du Bœuf, étroite et pavée, serpentait entre les immeubles Renaissance aux façades colorées. Manon s'arrêta devant un local aux vitrines poussiéreuses, fermé depuis des mois selon l'écriteau défraîchi. « C'est là !» dit-elle en collant son nez contre la vitre. Étienne regarda à l'intérieur et fut immédiatement séduit. L'espace était magnifique. Haut plafond voûté, murs en pierre dorée typique de Lyon, poutres en chêne massif et cette lumière unique dont parlait Manon. Il imagina sans peine des objets d'art disposés avec goût, des éclairages savamment étudiés, des clients flânant entre les créations. « C'est parfait », murmura-t-il. « N'est-ce pas ?» Manon rayonnait. « Je passe devant tous les jours en allant au travail. Chaque fois, je m'imagine en train d'aménager l'espace, d'accueillir les premiers visiteurs, d'organiser des vernissages. » Elle s'interrompit brusquement, regardant sa montre. « Oh non! Il faut qu'on y retourne! On va être en retard !» Ils coururent jusqu'au magasin, arrivant essoufflés mais à l'heure. Philippe Moreau les attendait, les bras croisés, une expression mauvaise sur le visage. « Alors, on se promène pendant la pause ?» dit-il d'un ton sarcastique. « J'espère que vous n'avez pas oublié que vous êtes payé pour travailler, pas pour faire du tourisme. »« Nous étions revenus à l'heure, monsieur Moreau, » répondit calmement Manon. « À la seconde près, ne vous avisez plus de jouer avec les horaires. Et toi, marchand ?» Il pointa un doigt vers Étienne. « Évite de donner de mauvaises habitudes à mes employés permanents. Les intérimaires, ça se remplace facilement. » Étienne serra les poings, luttant contre l'envie de remettre cet homme odieux à sa place. Mais Julien Marchand devait encaisser en silence, sous peine de tout compromettre. Le reste de l'après-midi passa dans une ambiance tendue. Moreau multipliait les remarques déplaisantes, surveillait chaque geste, chronométrait les pauses toilettes. Étienne observait ce petit tyran de province et prenait mentalement des notes pour le jour où il reprendrait sa véritable identité. À 19h, en fermant le magasin, Manon glissa discrètement un mot dans la poche d'Étienne. « Merci pour cette échappée. Tu m'as redonné espoir. » Cette nuit-là, dans son studio de Croix-Rousse, Étienne prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Il sortit son vrai téléphone, celui qu'il gardait caché dans un tiroir, et composa le numéro de Marguerite Dubois. « Marguerite, c'est Étienne. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Discrètement. Très discrètement. » Il était temps de commencer à transformer les rêves de Manon en réalité, même si elle ne devait jamais savoir d'où venait le miracle. Décembre était arrivé avec ses premiers flocons sur Lyon, transformant la ville en carte postale hivernale. Dans le magasin Maison Clarté, l'approche des fêtes de fin d'année signifiait une intensification du rythme de travail et, malheureusement, une recrudescence de l'autoritarisme de Philippe Moreau. Les employés marchaient sur des œufs, terrorisés à l'idée de commettre la moindre erreur qui déclencherait les foudres de leur manager. Étienne, dans son rôle de Julien Marchand, assistait impuissant à cette dégradation de l'ambiance. Chaque jour apportait son lot d'humiliations. Sandrine réprimandée publiquement pour avoir suggéré une nouvelle disposition de vitrine, Thomas obligé de rester 2 heures supplémentaires non payées pour compenser un supposé retard de 5 minutes, Manon elle-même sermonnée pour avoir osé défendre un collègue. Ce mardi matin, l'atmosphère était particulièrement électrique. Moreau arpentait le magasin comme un général inspectant ses troupes, trouvant à redire sur tout, un présentoir mal aligné, un sourire pas assez commercial, une tenue légèrement froissée. Étienne le voyait venir de loin, ce mélange explosif de stress préfète et de sadisme managérial. La catastrophe eut lieu vers 11 heures,
au moment de l'affluence matinale. Une cliente âgée, manifestement fortunée, examinait un service de table en porcelaine de Limoges. Thomas, qui venait de terminer sa pause, s'approcha pour l'aider. « Bonjour madame, puis-je vous renseigner ?» La dame se tourna vers lui avec un sourire bienveillant. « Oui, merci. Je cherche un cadeau pour ma belle-fille, quelque chose d'élégant mais pas trop ostentatoire. » Thomas, malgré sa jeunesse, avait développé un vrai sens commercial. Il commença à présenter différentes options, expliquant les spécificités de chaque manufacture, guidant la cliente avec patience et compétence. Étienne l'observait, admiratif de voir ce garçon de 22 ans maîtriser parfaitement son métier. Mais Philippe Moreau avait remarqué la scène. Il s'approcha d'un pas lourd, affichant ce sourire faux qu'il réservait à la clientèle. « Madame, permettez-moi de me présenter, Philippe Moreau, directeur de cette boutique. J'espère que mon employé vous donne satisfaction. »« Oh, tout à fait, » répondit la dame. « Ce jeune homme est très professionnel, il me conseille admirablement bien. » Thomas rougit de fierté, mais Étienne vit immédiatement où Moreau voulait en venir. Le manager ne supportait pas que ses employés brillent en son absence. « C'est parfait. Thomas, vous pouvez retourner à vos tâches. Je m'occupe personnellement de madame. »« Mais monsieur Moreau, » protesta poliment Thomas, « madame et moi étions en train de... » « J'ai dit, retournez à vos tâches. » La voix de Moreau avait claqué comme un fouet, suffisamment fort pour que tous les clients présents dans le magasin se retournent. La dame âgée parut choquée par cette brutalité soudaine. « Excusez-moi, mais ce jeune homme me donnait entière satisfaction. Je ne vois pas pourquoi. »« Madame !» l'interrompit Moreau avec ce sourire crispé qui ne trompait personne. « Faites-moi confiance. Mon expérience me permet de mieux cerner vos besoins. » Thomas, rouge de honte et de colère, s'éloigna vers le fond du magasin. Étienne le vit serrer les poings, lutter visiblement contre l'envie de répliquer. La clientèle observait la scène avec un mélange de gêne et de réprobation. Mais le pire était à venir. 20 minutes plus tard, après avoir conclu difficilement la vente que Thomas avait si bien amorcée, Moreau convoqua le jeune homme dans son bureau. Étienne, qui rangeait des coupes en cristal à proximité, entendit distinctement l'échange. « Thomas, votre attitude de ce matin était inacceptable. Mais monsieur Moreau, j'étais en train d'aider une cliente et... Taisez-vous. Quand je vous dis de partir, vous partez. Un point c'est tout. Vous n'êtes qu'un vendeur débutant. Ne l'oubliez jamais. J'ai pourtant fait du bon travail avec cette dame. » « Du bon travail ?» Moreau éclata d'un rire méprisant. « Vous appelez ça du bon travail? Vous étiez en train de la perdre. J'ai dû rattraper vos erreurs. » Étienne sentit la moutarde lui monter au nez. Il avait assisté à toute la scène. Thomas avait été parfait, et c'est l'intervention brutale de Moreau qui avait failli faire fuir la cliente. « Et ce n'est pas tout, » continua le manager. « Vos horaires de pause sont inadmissibles. Aujourd'hui, vous êtes revenu avec 3 minutes de retard. » 3 minutes? Mais monsieur Moreau... 3 minutes de vol, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous volez le temps de l'entreprise. » La voix de Thomas se brisa légèrement. « Monsieur, j'ai besoin de ce travail. J'ai des études à financer. Mes parents ne peuvent pas m'aider. Vos problèmes personnels ne me concernent pas. Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités, la porte est grande ouverte. » Étienne n'en pouvait plus. Voir ce jeune homme courageux humilié de la sorte, alors qu'il faisait de son mieux dans des conditions difficiles, réveillait en lui une colère qu'il avait rarement ressentie. Julien marchand ou pas, il ne pouvait plus rester passif. Il posa ses cristaux et se dirigea vers le bureau de Moreau, mais Manon l'intercepta. « Julien, non !» murmura-t-elle en lui saisissant le bras. « Je sais ce que tu ressens, mais si tu t'interposes, tu vas te faire virer et ça n'aidera personne. » « Mais enfin, Manon, on ne peut pas laisser faire ça. Tu crois que ça me fait plaisir ?» Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Tu crois que j'ai envie de voir Thomas se faire démonter ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a aucun pouvoir, aucun recours. » Étienne la regarda, déchiré entre son instinct de protection et la nécessité de préserver sa couverture. Dans le bureau, la voix de Moreau continuait de tonner. « Dernier avertissement! Un pas de travers de plus, et vous dégagez !» Thomas sortit du bureau, livide, les épaules voûtées. Il passa devant Étienne et Manon sans les voir, les yeux rougis par l'humiliation. Ce soir-là, dans son studio de Croix-Rousse, Étienne tourna en rond comme un fauve en cage.
Il rappela Marguerite Dubois. « Marguerite, il faut qu'on accélère les choses. Je ne peux plus supporter cette situation. Étienne, soyez patient. Ces choses-là prennent du temps. » « Du temps ? Pendant que je perds mon temps, mes employés se font martyriser. Trouvez-moi un prétexte pour une inspection surprise, n'importe quoi, un contrôle qualité, une visite client mystère, que sais-je. C'est risqué. Si Moreau vous reconnaît, il ne me reconnaîtra pas. Ça fait 2 mois que je travaille sous son nez sans qu'il se doute de rien. » Un long silence s'installa au bout du fil. « D'accord, » finit par dire Marguerite. « Je vais organiser quelque chose, mais Étienne, faites attention, vous jouez avec le feu. » Après avoir raccroché, Étienne resta longtemps devant sa fenêtre, observant les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit hivernale. Quelque part dans cette ville, Manon rentrait chez elle, après une journée éprouvante. Thomas révisait ses cours en se demandant s'il aurait encore un travail le lendemain, et Philippe Moreau dormait probablement du sommeil du juste, inconscient des vies qu'il brisait par son incompétence et sa méchanceté. Le moment de la révélation approchait. Étienne le sentait dans ses os. Bientôt, les masques tomberaient, pour le meilleur et pour le pire. Dans 3 jours, selon les informations que lui avait données Marguerite, la direction générale de Maison Clarté annoncerait une visite surprise du président en personne. Philippe Moreau n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, et Manon non plus. Le vendredi matin arriva avec cette luminosité particulière des journées d'hiver lyonnaises, quand le soleil perce timidement à travers les nuages pour éclairer les toits de tuiles rouges de la ville. Étienne se leva plus tôt que d'habitude, l'estomac noué par l'appréhension. Dans quelques heures, Marguerite Dubois appellerait Philippe Moreau pour lui annoncer la visite surprise du président de Maison Clarté. Dans quelques heures, son monde basculerait. Il enfila son uniforme de Julien Marchand pour la dernière fois, observant dans le miroir ce visage qu'il avait appris à connaître sous un jour nouveau. Ces 2 mois d'immersion avaient changé quelque chose en lui, creusé des rides d'inquiétude autour de ses yeux, mais aussi allumé une flamme nouvelle dans son regard. Il n'était plus le même homme qui avait quitté Paris en octobre. Au magasin, l'ambiance était étrangement calme. Thomas travaillait en silence, encore marqué par l'humiliation de la veille. Sandrine rangeait ses rayons avec une précision maniaque, redoutant visiblement une nouvelle crise de leur manager. Seul Manon gardait son sourire, mais Étienne voyait bien qu'elle forçait sa bonne humeur pour maintenir le moral de l'équipe. Vers 10 heures, le téléphone du bureau de Philippe Moreau sonna. Étienne, qui arrangeait un présentoir de vases en cristal à proximité, tendit l'oreille. « Maison Clarté-Lyon, Philippe Moreau, j'écoute. » Un silence. Puis la voix de Moreau qui changeait brusquement de registre, passant de son ton habituel brusque à une flagornerie sirupeuse. « Bah, Madame Dubois, quel plaisir de vous entendre !» Étienne sentit son cœur s'accélérer. C'était parti. « Comment ? Le président ? Ici ? Aujourd'hui ?» La voix de Moreau montait dans les aigus, trahissant une panique mal contrôlée. « Mais pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt ? Une visite de cette importance ?» Marguerite devait être en train de lui expliquer le caractère « surprise » de l'inspection, car Étienne entendit Moreau bégayer des excuses. « Bien sûr, bien sûr. Nous sommes toujours prêts à recevoir Monsieur le Président. Vers quelle heure devons-nous l'attendre ? 15 heures ? Très bien, très bien. Non, non. Tout est parfait ici. L'équipe est excellente, les résultats remarquables. » Étienne faillit sourire malgré sa nervosité. Moreau venait de mentir effrontément à sa hiérarchie, exactement comme il s'y attendait. Le manager raccrocha et sortit précipitamment de son bureau, le visage rouge et en sueur, malgré la fraîcheur de décembre. « Réunion d'équipe, immédiatement !» hurla-t-il. Tous les employés se rassemblèrent autour de lui, intrigués par cette convocation exceptionnelle. Moreau se passa une main nerveuse dans ses cheveux clairsemés. « Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de recevoir la visite de Monsieur Étienne Morel, président de Maison Clarté, cet après-midi à 15 heures. » Un murmure de surprise parcourut le petit groupe. Manon échangea un regard inquiet avec Étienne. « Cette visite, » continua Moreau en transpirant de plus en plus, « est une opportunité extraordinaire de montrer l'excellence de notre travail. Je compte sur vous tous pour être à la hauteur. » Il se tourna vers Thomas, pointant un doigt accusateur vers lui. «
Vous, pas un mot de travers, vous souriez, vous répondez poliment si on vous adresse la parole, et surtout, vous évitez de faire le malin. Thomas acquiesça silencieusement. Mais Étienne vit ses mâchoires se crisper. « Sandrine, je veux que tous vos rayons soient impeccables, pas un grain de poussière. »« Bien, monsieur Moreau. Et vous, Lefebvre ?» Il se tourna vers Manon. « Je vous interdis formellement de critiquer quoi que ce soit devant le président. Votre tendance à toujours tout remettre en question, gardez-la pour vous. » Manon rougit de colère, mais ne répondit pas. Étienne serra les poings, anticipant le moment où il pourrait enfin remettre cet individu à sa place. Quant aux intérimaires, Moreau posa son regard sur Étienne. Vous vous faites discret, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Contentez-vous de faire votre travail en silence. Bien, monsieur Moreau. Parfait. Maintenant, au travail. Je veux que ce magasin brille comme un sous-neuf. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de nettoyage et de réorganisation frénétique. Moreau surveillait tout, rectifiait sans cesse, s'énervait pour un détail, créait une atmosphère de tension extrême. Étienne observait ce spectacle surréaliste. Cet homme qui maltraitait quotidiennement ses employés tentait maintenant de transformer son magasin en vitrine parfaite pour impressionner un président qu'il ne savait pas connaître depuis 2 mois. À 14h30, Moreau avait enfilé son plus beau costume. S'était aspergé d'une eau de Cologne bon marché qui prenait à la gorge et avait placé ses employés comme des pions sur un échiquier. Chacun avait sa position assignée, son rôle à jouer dans cette comédie pathétique. « Rappelez-vous, répéta-t-il pour la 10e fois, nous sommes une équipe soudée, efficace, heureuse de travailler ensemble. Monsieur le Président doit repartir avec l'impression que cette filiale est un modèle pour toute l'enseigne. » Manon, qui se trouvait près d'Étienne derrière le comptoir des arts de la table, lui murmura discrètement « Tu te rends compte de l'ironie? Il nous demande de mentir pour sauver sa peau. Qu'est-ce que tu vas faire? »« Mon travail, » répondit-elle simplement. « Mais s'il me pose des questions directes sur l'ambiance de travail, je ne mentirai pas. Tant pis pour Moreau. » À 14h58, Philippe Moreau se postait près de l'entrée, vérifiant sa tenue une dernière fois dans le reflet de la vitrine. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant un stress qu'il tentait vainement de dissimuler. À 15h précises, la porte du magasin s'ouvrit. Marguerite Dubois entra la première, élégante dans son tailleur gris anthracite, suivie d'un homme que les employés ne connaissaient pas, grand, distingué, vêtu d'un costume sombre impeccable, des cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, un regard perçant qui semblait tout analyser d'un coup d'œil. « Monsieur le Président !» s'exclama Moreau en se précipitant vers lui. « Quel honneur! Bienvenue dans notre magasin. » Étienne observait la scène depuis son poste, amusé malgré lui. Marguerite avait fait appel à un comédien professionnel pour jouer son rôle. L'homme était parfait, prestance naturelle, autorité tranquille, cette façon particulière qu'ont les vrais dirigeants d'observer sans rien laisser paraître. « Monsieur Moreau, » répondit le faux président d'une voix grave et posée, « j'espère que cette visite ne vous dérange pas trop. J'aime bien voir comment fonctionnent nos magasins au quotidien. » « Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes ravis, n'est-ce pas, mesdames et messieurs ?» Il se tourna vers ses employés qui acquiescèrent d'un air gêné. Le faux président promena son regard sur l'équipe, s'arrêtant quelques secondes sur chaque visage. Quand ses yeux croisèrent ceux d'Étienne, ce dernier y eut une complicité amusée. Marguerite avait bien briefé son comédien. « Parfait, » dit le visiteur. « Dans ce cas, si vous permettez, j'aimerais faire le tour du magasin et échanger quelques mots avec vos collaborateurs. » Moreau blêmit légèrement, mais ne pouvait refuser. « Bien entendu, je vais vous accompagner et... » « Non, merci. Préférez que mes employés puissent s'exprimer librement. Vous comprenez ?» L'étau commençait à se resserrer autour de Philippe Moreau. Et Étienne savourait chaque seconde de ce retournement de situation. Le faux président commença sa visite par le rez-de-chaussée, s'arrêtant devant chaque présentoir, posant des questions pertinentes qui trahissaient une connaissance approfondie du métier. Philippe Moreau le suivait à distance respectueuse, transpirant malgré la fraîcheur hivernale, tentant d'intervenir dès que la conversation s'orientait vers des sujets sensibles. « Mademoiselle, » dit le comédien en s'adressant à Sandrine près du rayon porcelaine, « depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 8 ans, monsieur le président. »
répondit Sandrine, d'une voix mal assurée. « Et vous vous plaisez dans cette équipe ?» Sandrine jeta un regard furtif vers Moreau, qui lui adressait des signaux désespérés pour qu'elle reste dans le script convenu. « Oui, oui, bien sûr. C'est une excellente ambiance de travail. »« Dieu est parfait, » intervint immédiatement Moreau. « Sandrine est l'une de nos meilleures vendeuses, toujours souriante, toujours efficace. » Le faux président hocha la tête poliment, mais Étienne vit bien qu'il avait noté le regard terrorisé de Sandrine et l'empressement de Moreau à couper court à l'échange. La visite se poursuivit à l'étage, dans le rayon art de la table, où travaillaient Manon et Étienne. Le comédien s'approcha de Manon, qui arrangeait nerveusement un service à thé. « Mademoiselle Lefebvre, n'est-ce pas ?» dit-il en consultant discrètement ses notes. « Madame Dubois m'a dit le plus grand bien de votre travail. » Manon rougit légèrement, surprise de cette mention élogieuse. « Merci, monsieur le président. J'essaie de faire de mon mieux. Et vous trouvez que les conditions de travail vous permettent d'exprimer pleinement vos compétences ?» La question était directe, sans échappatoire. Moreau se raidit, prêt à intervenir. Manon hésita une seconde, puis quelque chose changea dans son regard. Une détermination nouvelle y brillait. « Monsieur le président, » commença-t-elle d'une voix claire, « puis-je vous parler franchement ?»« Mais bien sûr, c'est exactement ce que je souhaite. » Mademoiselle Lefebvre tenta d'intervenir Moreau. « Je ne pense pas que ce soit le moment de... » « Laissez-la parler, » coupa fermement le faux président. Manon prit une inspiration profonde et se lança. « Monsieur le Président, j'aime Maison Clarté. J'aime ses valeurs, son histoire, la qualité de ses produits. Mais je dois vous dire que l'atmosphère de travail dans cette filiale ne correspond pas du tout à l'image que votre entreprise véhicule. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Moreau était devenu livide. Sandrine et Thomas observaient la scène avec des yeux écarquillés, et Étienne retenait son souffle. « Expliquez-vous, » dit simplement le visiteur. « Nous vivons dans un climat de peur permanente, humiliation publique, heures supplémentaires non payées, critiques constantes. Hier encore, notre collègue Thomas s'est fait réprimander violemment devant des clients, alors qu'il faisait parfaitement son travail. « Mademoiselle Lefebvre !» explosa Moreau. « Comment osez-vous? C'est de la diffamation. C'est la vérité, » répliqua Manon, libérant des mois de frustration contenue. « Et tous mes collègues peuvent en témoigner. » Elle se tourna vers Sandrine et Thomas. « Dites-lui comment on nous traite vraiment. » Sandrine baissa les yeux, terrorisée. Thomas hésita, puis, galvanisé par le courage de Manon, fit un pas en avant. « Elle a raison, monsieur le président. Monsieur Moreau, il nous traite comme des moins que rien. Hier, il m'a humilié devant une cliente, et quand j'ai voulu m'expliquer, il m'a menacé de me licencier. »« Eh mais c'est un mensonge !» hurla Moreau, perdant complètement son sang-froid. « Ces employés sont des mythos, des fauteurs de troubles. » Le faux président observait cette scène avec un calme olympien. Marguerite Dubois prenait des notes discrètement. « Et vous ?» dit soudain le comédien en se tournant vers Étienne. « Qu'en pensez-vous » Étienne sentit tous les regards se tourner vers lui. Le moment de vérité était arrivé. Il pouvait continuer à jouer Julien Marchand, témoigner comme un simple intérimaire, et laisser les autres porter le poids de cette révélation. Ou bien, il croisa le regard de Manon. Dans ses yeux verts brillait une admiration nouvelle pour ce collègue qui allait peut-être prendre le risque de témoigner. Elle lui avait redonné foi en l'humanité, lui avait montré ce qu'était le courage et l'authenticité. Il lui devait au moins la vérité. « Monsieur le Président, » dit-il d'une voix posée, « tout ce que viennent de dire mes collègues est rigoureusement exact. » Moreau ricana méchamment. « Ah, l'intérimaire qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Vous ne travaillez ici que depuis 2 mois. Qu'est-ce que vous pouvez savoir de... » « 2 mois ?» l'interrompit Étienne. « C'est largement suffisant pour comprendre votre méthode de management, monsieur Moreau. » Quelque chose dans le ton d'Étienne avait changé. Sa voix portait maintenant une autorité naturelle que Julien Marchand n'était pas censé posséder. 2 mois à observer vos humiliations quotidiennes, vos abus de pouvoir, votre mépris pour des employés qui donnent le meilleur d'eux-mêmes malgré vos méthodes. Vous n'avez pas à me parler sur ce ton, bégaya Moreau, troublé par cette transformation soudaine. « Oh mais si !» répondit Étienne en retirant lentement sa veste d'uniforme. «
J'ai même tous les droits du monde. Il se tourna vers le faux président et Marguerite Dubois. Merci pour cette mise en scène très réussie, mais je pense qu'on peut arrêter la comédie maintenant. Manon fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qui se passait. Le comédien sourit et hocha la tête vers Marguerite. « Mesdames et messieurs, » annonça Marguerite Dubois d'une voix claire, « permettez-moi de vous présenter Étienne Morel, président et directeur général de Maison Clarté. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Manon chancela, comme frappée par la foudre. Thomas et Sandrine écarquillèrent les yeux, n'arrivant pas à croire ce qu'ils venèrent d'entendre. Quant à Philippe Moreau, il sembla se recroqueviller sur lui-même, réalisant soudain l'ampleur de la catastrophe. « Impossible, » murmura Manon, les yeux rivés sur Étienne. « Ce n'est pas possible, Julien. Mon vrai nom est Étienne Morel, » dit-il doucement en s'approchant d'elle. « Je suis désolé de t'avoir menti, Manon. Je suis désolé de vous avoir tous menti, mais c'était le seul moyen de découvrir la vérité. » Manon recula d'un pas, les yeux brillants de larmes naissantes. « Tu es... » »« Oui, » répondit-il simplement. « Je suis celui que tu détestes, celui qui vit dans sa tour d'ivoire et se fiche de ses employés. »« Non !» Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Manon. « Non, ce n'est pas possible. Julien, c'est... » « Julien n'existe pas, » dit Étienne, le cœur déchiré de voir sa douleur. « Il n'y a que moi, et je comprends parfaitement que tu me haïsses maintenant. » Manon le regarda encore quelques secondes, puis tourna les talons et sortit précipitamment du magasin, laissant derrière elle un silence de plomb. Étienne ferma les yeux, sachant qu'il venait peut-être de perdre à jamais la femme qu'il aimait. Mais au moins, la vérité était enfin libérée, et Philippe Moreau allait payer pour ses crimes. Dans le silence pesant qui suivit le départ de Manon, Étienne demeura immobile, les yeux fixés sur la porte par laquelle elle avait disparu. Le poids de sa révélation s'abattait sur lui comme un couperet. Il avait obtenu ce qu'il voulait, la vérité sur la gestion de Philippe Moreau, mais à quel prix? Philippe Moreau, quant à lui, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Son visage cireux, ses mains tremblantes, sa posture voûtée trahissaient un homme qui venait de voir son monde s'écrouler. Il regardait alternativement Étienne et Marguerite Dubois comme s'il espérait encore que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. « Monsieur Morel, » balbutia-t-il enfin, « je peux vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ces employés, ils exagèrent. Ils déforment. » Étienne se tourna vers lui, et Moreau recula instinctivement devant le regard glacial du vrai président de Maison Clarté. « Monsieur Moreau, » dit Étienne d'une voix parfaitement contrôlée, « j'ai eu 2 mois pour observer votre méthode de management. 2 mois pendant lesquels j'ai vu, de mes propres yeux, comment vous traitez les employés de cette entreprise. Alors, s'il vous plaît, épargnez-moi vos justifications. »« Mais enfin, » protesta Moreau, tentant de retrouver une contenance. « Mes résultats sont excellents. Cette filiale est l'une des plus rentables du réseau. »« Au prix de quoi ?» tonna Étienne, laissant éclater une colère longtemps contenue. « Au prix de la dignité humaine? Au prix du bien-être de mes employés? Au prix de l'image de mon entreprise ?» Thomas et Sandrine assistaient à cette confrontation avec un mélange de fascination et de terreur. Voir leur tyran de manager se faire rembarrer par le vrai patron de l'entreprise relevait du rêve éveillé. « Marguerite, » dit Étienne en se tournant vers sa directrice des ressources humaines, « je veux que M. Moreau soit suspendu immédiatement de ses fonctions, en attendant une procédure disciplinaire complète. »« Bien, Étienne. »« Quoi ?» s'exclama Moreau. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits, un contrat, que vous avez allègrement bafoué en harcelant moralement vos employés, » répliqua froidement Étienne. « Rassurez-vous, nous respecterons la procédure légale. Mais votre règne de terreur dans cette filiale s'arrête aujourd'hui. » Moreau tenta une dernière fois de sauver sa peau. « Monsieur Morel, s'il vous plaît, j'ai une famille, des crédits. Ce travail, c'est toute ma vie. Vous auriez dû y penser avant d'humilier Thomas devant des clients, avant de faire pleurer Sandrine, avant de décourager Manon. » Étienne marqua une pause. « Ces gens aussi ont une famille, monsieur Moreau. Ces gens aussi méritent le respect. »
Marguerite s'approcha de Moreau avec un document officiel. « Monsieur Moreau, voici votre notification de suspension. Vous avez 15 minutes pour vider votre bureau et quitter les lieux. Un agent de sécurité vous accompagnera. » Moreau prit le document d'une main tremblante, réalisant que tout était fini. Il lança un dernier regard haineux vers Étienne. « Vous croyez être un héros ?» cracha-t-il. « Vous n'êtes qu'un menteur. Vous avez trompé tout le monde. Vous valez pas mieux que moi. » Étienne encaissa l'accusation sans broncher. Au fond de lui, il savait que Moreau n'avait pas entièrement tort. Lui aussi avait menti, manipulé, trompé. La différence, c'est que ses mensonges visaient à protéger ses employés, pas à les détruire. Une fois Moreau parti, escorté par l'agent de sécurité, un silence étrange s'installa dans le magasin. Thomas et Sandrine regardaient Étienne avec un mélange d'admiration et de méfiance. Comment réagir face à un patron qui avait travaillé à leur côté incognito? « Monsieur le Président », dit timidement Thomas, « qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Étienne soupira. Il avait sauvé ses employés de Moreau, mais les conséquences de sa mascarade ne faisaient que commencer. Pour vous, Thomas, et pour vous aussi, Sandrine, rien ne change. Vous conservez vos postes, évidemment, et je vais m'assurer que les conditions de travail s'améliorent drastiquement. Et pour le poste de manager, demanda Sandrine, nous allons procéder à un recrutement sérieux. En attendant, je vais nommer un directeur intérimaire qui connaît les vraies valeurs de Maison Clarté. Marguerite prit des notes, organisant déjà mentalement les mesures à prendre. Thomas, reprit Étienne, j'aimerais que vous acceptiez d'être promu responsable de rayon. Avec l'augmentation qui va avec, bien sûr. Vous avez fait preuve d'un professionnalisme remarquable malgré les pressions. Thomas rougit de bonheur et de fierté. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas quoi dire. Sandrine, vous aussi méritez une reconnaissance. Je propose de vous confier la formation des nouveaux employés. Votre expérience et votre patience seront précieuses. Sandrine hocha la tête, encore sous le choc de ce retournement de situation inespéré. Mais Étienne ne pensait qu'à une chose, Manon. Où était-elle? Comment réagissait-elle? Pourrait-elle jamais lui pardonner? Marguerite, dit-il, occupez-vous des formalités ici. Moi, j'ai quelque chose d'important à faire. Il quitta le magasin et se dirigea vers l'arrêt de métro. Il connaissait suffisamment les habitudes de Manon pour deviner où elle était allée se réfugier. Le parc de la Tête d'Or, près du lac, là où ils avaient promené Mémère ce fameux samedi d'octobre qui lui semblait maintenant si loin. Le trajet en métro lui parut interminable. À chaque station, il imaginait les reproches qu'elle allait lui faire, la colère qu'elle devait ressentir, la trahison qu'elle avait dû éprouver en découvrant sa véritable identité. Il la trouva assise sur leur banc habituel, face au lac où évoluaient quelques cygnes solitaires. Elle avait cessé de pleurer, mais ses yeux rougis trahissaient encore l'ampleur de son émoi. Elle ne se retourna pas quand il s'approcha. « Va-t'en », dit-elle simplement. « Manon, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » T'expliquer quoi? Elle se tourna enfin vers lui, et la douleur qu'il lut dans ses yeux lui brisa le cœur. « Que tu as menti du premier jour? Que Julien Marchand n'a jamais existé? Que tout ce qu'on a vécu ensemble n'était qu'un jeu pour toi? » « Non, » protesta Étienne, « ce n'était pas un jeu. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce qu'on a partagé, c'était vrai. » « Comment peux-tu dire ça ?» Manon se leva, faisant face à cet homme qu'elle croyait connaître. « Tu m'as regardé critiquer ton entreprise, critiquer ta gestion, critiquer... Toi, et tu n'as rien dit. Tu m'as laissé me ridiculiser. Tu ne t'es pas ridiculisé. Tu avais raison. Surtout, c'est grâce à toi que j'ai ouvert les yeux. » « Grâce à moi ?» Elle eut un rire amer. « Ou grâce à ton espionnage ?» Étienne encaissa le coup. Il méritait sa colère. Il le savait. « Manon, je sais que j'ai mal agi. Je sais que je t'ai trahi. Mais si j'ai fait ça, c'était pour découvrir la vérité sur ce qui se passait dans mes magasins. Et ce que j'ai découvert, ce que tu as découvert, c'est que nous ne sommes pas du même monde, » l'interrompit-elle. « Tu es Étienne Morel, président d'une entreprise de luxe, héritier d'une fortune. Et moi, je suis Manon Lefebvre, vendeuse au SMIC. Comment as-tu pu croire un seul instant qu'il pourrait y avoir quelque chose entre nous? Parce que je suis tombé amoureux de toi?
cria presque Étienne, n'en pouvant plus de garder ses sentiments pour lui. Le silence qui suivit cette déclaration fut troublé seulement par le clapotis des vagues sur les berges du lac. Manon le regardait, interdite, comme si elle venait d'entendre quelque chose d'impossible. « Amoureux » répéta-t-elle dans un souffle. « Tu appelles ça de l'amour » ? « Oui, » répondit-il simplement. « Pour la première fois de ma vie, oui. » Les jours qui suivirent, la révélation passèrent dans un brouillard de réorganisation et de remords. Étienne était retourné à Paris, mais son cœur était resté sur ce banc du parc de la Tête d'Or, à Lyon, face au regard blessé de Manon. Leur conversation s'était terminée dans l'incompréhension mutuelle, elle, incapable de concevoir qu'un amour puisse naître d'un mensonge si élaboré. Lui, désespéré de ne pas arriver à lui faire comprendre que ses sentiments étaient la seule vérité de toute cette histoire. Dans son bureau parisien, Étienne avait du mal à se concentrer sur les dossiers qui s'amoncelaient sur son bureau. Marguerite Dubois lui présentait les candidatures pour le poste de directeur de la filiale lyonnaise. Mais il n'arrivait pas à fixer son attention sur les CV impeccables et les lettres de motivation standardisées. « Étienne » dit Marguerite, en posant délicatement une tasse de café devant lui, « vous devriez peut-être prendre quelques jours de repos. Cette histoire vous a beaucoup éprouvé. »« Non, » répondit-il, en massant ses tempes douloureuses. « Il faut qu'on termine ce qu'on a commencé. »« Comment vont les choses à Lyon ?»« Mieux, beaucoup mieux. » Marguerite consulta ses notes. Thomas s'épanouit dans son nouveau poste de responsable de rayon. Sandrine forme les nouvelles recrues avec un enthousiasme qu'on ne lui avait jamais vu. L'ambiance générale s'est considérablement améliorée. Et Manon, Marguerite hésita. Elle savait que c'était la vraie question qui torturait Étienne depuis une semaine. Elle travaille toujours, mais elle n'est plus la même. Elle fait son travail correctement, mais sans cette joie de vivre qui la caractérisait. Les collègues s'inquiètent pour elle. Étienne ferma les yeux. Il avait voulu protéger ses employés et avait fini par blesser profondément celle qu'il aimait. Elle vous en veut encore ? Je pense surtout qu'elle est perdue. Découvrir que la personne en qui on avait confiance n'est pas celle qu'on croyait, c'est troublant. J'aurais dû lui dire la vérité plus tôt. « Moquant ?» demanda pragmatiquement Marguerite. « Dès le premier jour, elle vous aurait pris pour un fou. Au bout d'une semaine, elle se serait sentie manipulée. Au bout d'un mois, idem. Il n'y avait pas de bon moment, Étienne. Alors j'aurais dû ne jamais commencer cette mascarade. Et laisser Moreau continuer ses exactions, laisser Thomas se faire humilier, laisser Sandrine pleurer dans les vestiaires. » Étienne soupira. Marguerite avait raison, mais cela n'atténuait pas sa culpabilité ni sa souffrance. Ce même soir, à Lyon, Manon rentrait chez elle après une journée de travail machinal. Depuis une semaine, elle fonctionnait en pilotage automatique. Lever, métro, travail, métro, courses, grand-mère, dîner, lit, une routine qui l'aidait à ne pas penser, à ne pas ressentir cette douleur lancinante qui lui vrillait la poitrine chaque fois qu'elle repensait à Julien, à Étienne. Mémère l'attendait dans son petit appartement, assise dans son fauteuil habituel, un tricot entre les mains. « Ma chérie, » dit la vieille dame en levant les yeux de son ouvrage, « tu as une tête à faire peur. Qu'est-ce qui se passe ?» Manon s'effondra dans le canapé, épuisée par cette semaine de simulacre. « C'est compliqué, mémère. À mon âge, ma petite, j'ai vu assez de complications pour savoir les démêler. Raconte-moi. » Manon hésita, puis se lança dans le récit de toute l'histoire. Mémère l'écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps, ses yeux vifs ne perdant aucun détail de l'expression de sa petite fille. « Alors, » résuma Mémère quand Manon eut terminé, « ce Julien qui t'a plu, c'était en réalité le patron de ton entreprise, déguisé pour enquêter sur un mauvais manager. Voilà. Et maintenant, je ne sais plus quoi penser de rien. Est-ce que tu l'aimais ? Julien, je veux dire. » La question si directe déstabilisa Manon. Je croyais... Je commençais à... Tu l'aimais, trancha Mémère, avec cette perspicacité que donne l'expérience. Et maintenant, tu découvres que ce Julien n'existe pas. Alors tu te dis que tes sentiments étaient basés sur un mensonge. Exactement. Mémère posa son tricot et regarda sa petite fille avec tendresse.
Ma chérie, est-ce que les conversations que vous avez eues étaient des mensonges? Comment ça? Quand il t'écoutait parler de tes rêves, quand il te consolait après une mauvaise journée, quand il se mettait en colère contre les injustices que vous subissiez, est-ce qu'il mentait? Manon réfléchit. Elle revit Julien, Étienne, à ses côtés, sa façon de l'écouter, ses yeux qui s'enflammaient quand elle parlait de sa galerie, sa tendresse avec Mémère, sa complicité avec elle. Non, admit-elle à contre-cœur, ça c'était vrai. Alors peut-être que Julien Marchand n'existe pas, mais que l'homme qui se cachait derrière ce nom, lui, existe bel et bien. Mais Mémère, il est président d'une grande entreprise. Il vit dans un monde complètement différent du mien. Et alors, Mémère haussa les épaules avec cette simplicité désarmante qui la caractérisait. L'amour, ça se moque des comptes en banque et des titres sur les cartes de visite. Tu ne comprends pas. Oh si, je comprends très bien. L'interruption de Mémère fut ferme. Tu as peur. Tu as peur de croire que cet homme puisse vraiment t'aimer pour ce que tu es et pas pour ce que tu représentes dans son petit jeu social. Manon resta silencieuse, touchée en plein cœur par cette analyse implacable. « Ma chérie, » reprit Mémère d'une voix plus douce, « ton grand-père était contremaître dans une usine textile. Moi, j'étais couturière. Nos mondes n'étaient pas si différents. Mais j'ai eu des prétendants riches, des bourgeois qui me faisaient la cour en pensant qu'une petite ouvrière serait flattée de leur attention. Et alors j'ai appris à faire la différence entre ceux qui me voyaient comme un trophée et ceux qui me voyaient comme une femme. Ton Étienne, d'après ce que tu me racontes, il t'a vu, vraiment vu. Non, comment peux-tu en être sûr ? Parce qu'un homme qui se donne la peine de passer 2 mois dans un magasin, à faire un travail qu'il n'a jamais fait, à vivre dans un appartement minuscule, à prendre le métro tous les matins, cet homme-là ne fait pas ça par caprice, il le fait parce qu'il cherche quelque chose d'important. Manon sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais il m'a menti, Mémère, pendant 2 mois. Il a menti sur son nom, pas sur ses sentiments. Mémère se leva et vint s'asseoir à côté de sa petite fille. « Ma chérie, dans la vie, on peut mentir sur beaucoup de choses, mais on ne peut pas mentir sur la façon dont on regarde quelqu'un qu'on aime. Et toi, tu as vu comment il te regardait ?» Manon ferma les yeux, revoyant effectivement ce regard tendre, protecteur, admiratif qu'Étienne posait sur elle. « Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? De réfléchir ? De te demander si tu veux passer le reste de ta vie à regretter l'amour que tu n'as pas voulu saisir, ou si tu préfères prendre le risque d'être heureuse. » Cette nuit-là, Manon ne dormit pas. Elle resta à sa fenêtre, observant les lumières de Lyon qui scintillaient dans l'obscurité, repensant à chaque moment passé avec Julien, avec Étienne. Et peu à peu, la colère laissa place à autre chose, à une compréhension peut-être, à un espoir sûrement. Le lendemain matin, elle prit une décision qui allait changer sa vie. La décision de Manon était prise. Ce matin-là, elle se dirigea vers le magasin avec une détermination nouvelle. Elle avait passé la nuit à réfléchir aux paroles de Mémère, à revivre chaque moment partagé avec Julien, Étienne. Et elle avait compris que la vieille dame avait raison. On ne peut pas mentir sur la façon dont on regarde quelqu'un qu'on aime. Mais avant de faire le premier pas vers une réconciliation, elle devait d'abord accomplir quelque chose d'important pour elle-même. Au magasin, elle demanda à voir le directeur intérimaire que la direction générale avait nommé en attendant de trouver un remplaçant définitif à Philippe Moreau. Pierre Valdès était un homme de 50 ans, expérimenté et bienveillant, qui avait immédiatement créé une atmosphère de confiance avec les équipes. « Monsieur Valdès », dit Manon en frappant à la porte de ce qui était autrefois le bureau de Moreau, « pourriez-vous m'accorder quelques minutes ?»« Bien sûr, Manon. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ?» Manon prit une inspiration profonde. Ce qu'elle s'apprêtait à faire nécessitait tout son courage. « Monsieur Valdès, j'aimerais solliciter un congé sans solde de 6 mois. » Pierre Valdès haussa les sourcils, surpris par cette demande inattendue. « 6 mois ? Puis-je vous demander pourquoi ? Vous n'êtes pas satisfaite des nouveaux changements ?»« Oh si, au contraire, » s'empressa de rassurer Manon. « C'est juste que j'ai un projet personnel très important à réaliser. Un projet que j'ai reporté trop longtemps. » «
Quel genre de projet? Manon hésita une seconde, puis se lança. Je veux ouvrir une galerie d'art artisanal dans le Vieux-Lyon. J'ai trouvé le local parfait, j'ai élaboré un business plan solide et j'ai enfin réuni les fonds nécessaires. Cette dernière partie était un mensonge, mais Manon avait pris une décision radicale. Elle allait vendre tous ses biens, utiliser toutes ses économies, et même emprunter, s'il le fallait. Ce rêve avait trop longtemps été reporté. Pierre Valdès la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Manon, c'est un projet formidable, mais êtes-vous sûr que c'est le bon moment? Vous avez un emploi stable, ici, de bonnes perspectives d'évolution ?» « Monsieur Valdès, » dit Manon avec une conviction qui la surprit elle-même, « on m'a récemment fait comprendre que les rêves ne peuvent pas attendre indéfiniment le bon moment. Il arrive un instant où il faut saisir sa chance, même si elle paraît risquée. » Le directeur intérimaire observa cette jeune femme déterminée et sentit qu'il ne pourrait pas la faire changer d'avis. « Très bien, je vais faire remonter votre demande à la direction générale. Mais, Manon, ce congé sans solde, vous savez qu'il n'y a aucune garantie que votre poste vous attende au bout de 6 mois. Je le sais, et je l'accepte. » 2 jours plus tard, à Paris, Marguerite Dubois frappait à la porte du bureau d'Étienne avec un dossier sous le bras et une expression perplexe sur le visage. « Étienne, j'ai reçu une demande particulière de la filiale de Lyon. »« Quel genre de demande ?» demanda Étienne sans lever les yeux de ses documents. « Manon Lefebvre sollicite un congé sans solde de 6 mois pour monter son entreprise. » Étienne releva brusquement la tête. « Quoi ? Elle veut ouvrir une galerie d'art artisanal. Apparemment, elle a réuni les fonds nécessaires et trouvé un local. » Étienne resta silencieux, le cœur battant. Il savait parfaitement que Manon n'avait pas les 60 000 € nécessaires à son projet. Que s'était-il passé? Comment avait-elle pu réunir cette somme en une semaine? « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Marguerite. « Accordez-lui son congé, » répondit immédiatement Étienne. « Mais accordez-le lui, Marguerite. Cette femme mérite de réaliser ses rêves. » Ce soir-là, Étienne ne tint plus. Il prit le premier TGV pour Lyon et se rendit directement rue du Bœuf, là où Manon lui avait montré le local de ses rêves. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient éclairées et il aperçut de la lumière à l'intérieur. Il poussa la porte et découvrit Manon agenouillée au milieu du local, entourée de cartons, de plans étalés sur le sol et d'échantillons de peinture. Elle portait un vieux jean troué et un pull informe. Ses cheveux étaient attachés n'importe comment et elle avait une trace de peinture sur la joue. Il ne l'avait jamais trouvée aussi belle. Elle leva la tête en entendant la porte et se figea en le voyant. « Étienne, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris pour ton projet. » Il s'approcha lentement, craignant qu'elle ne le chasse. « Comment as-tu fait? Pour l'argent ?» Manon se releva, épousseta ses genoux et le regarda droit dans les yeux. « J'ai vendu ma voiture, vidé tous mes comptes d'épargne et emprunté le reste à la banque en hypothéquant l'appartement de mes mères. » Étienne eut un haut le cœur. « Manon, tu ne peux pas prendre de tels risques, et si ça ne marche pas, alors je me retrouverai ruiné, et sans toi. » Elle haussa les épaules, avec un fatalisme qui l'inquiéta. « Mais au moins, j'aurais essayé. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce revirement soudain ?» Manon le regarda longuement avant de répondre. « Parce qu'un homme que j'ai cru connaître m'a appris quelque chose d'important. Il m'a montré qu'on peut tout changer si on a le courage de prendre des risques. Même si ça implique de mentir sur son identité pendant 2 mois. » Étienne sentit une lueur d'espoir dans ses paroles. « Manon, tu sais ce qui est ironique ?» l'interrompit-elle en reprenant son travail. « Pendant tout ce temps où je critiquais Étienne Morel, le président distant et déconnecté, je suis tombée amoureuse de lui, sans le savoir. » Le cœur d'Étienne fit un bond. Amoureuse? Du vrai Étienne Morel. Pas du patron richissime, mais de l'homme qui était capable de passer 2 mois à ranger des assiettes pour comprendre ses employés. De l'homme qui écoutait mes rêves comme s'ils étaient les siens. De l'homme qui me regardait comme si j'étais la plus belle femme du monde, même dans mon uniforme froissé. Étienne s'agenouilla à côté d'elle, bouleversé par cette confession. « Manon, mais cet homme-là m'a menti, » continua-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Et même si je comprends pourquoi il l'a fait, même si je sais qu'il avait de bonnes raisons, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses ?»
Manon s'arrêta de trier ses échantillons et le regarda intensément. Du temps, de la patience, et surtout, qu'il me prouve que ce qu'il ressentait pour moi était vraiment sincère. Comment? Un sourire triste étira les lèvres de Manon, en me laissant réussir ça toute seule, en ne jouant pas les sauveurs avec son carnet de chèques, en me respectant assez pour me laisser gagner ma dignité. Étienne comprit le message. S'il voulait reconquérir Manon, il devait accepter qu'elle mène sa bataille seule, sans l'aide de sa fortune. C'était le prix à payer pour prouver que son amour était désintéressé. « D'accord, » dit-il en se relevant. « Mais promets-moi une chose. »« Quoi ? » ?»« Le jour où tu ouvriras cette galerie, laisse-moi être le premier client. » Manon le regarda partir, le cœur partagé entre l'espoir et l'appréhension. Elle venait de poser les règles du jeu. Maintenant, il ne restait plus qu'à voir si Étienne Morel était vraiment l'homme qu'elle espérait qu'il soit. Le printemps parisien avait cette douceur particulière qui donne envie de tout recommencer. Depuis sa fenêtre, Étienne observait les bourgeons qui éclosaient sur les marronniers de l'avenue, mais ses pensées étaient à Lyon, dans un ancien atelier de soierie où une femme extraordinaire concrétisait son rêve. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur dernière conversation. 6 mois pendant lesquels Étienne avait tenu sa promesse. Ne pas interférer, ne pas jouer les sauveurs, laisser Manon construire son succès avec ses propres forces. Cela avait été le plus long et le plus difficile pari de sa vie. Marguerite Dubois frappa à sa porte, un sourire inhabituel aux lèvres. « Étienne, j'ai des nouvelles de Lyon. » Le cœur d'Étienne s'accéléra. Depuis 6 mois, il s'interdisait de demander des nouvelles directes de Manon, mais il mourait d'envie de savoir comment évoluait son projet. Quelle nouvelle? L'atelier Lefebvre ouvre officiellement demain. L'inauguration a lieu en fin d'après-midi. Étienne sentit une vague d'émotion le submerger. Elle avait réussi. Seule, sans son aide, malgré tous les obstacles, Manon avait transformé son rêve en réalité. Comment le savez-vous? Pierre Valdès a reçu une invitation. Apparemment, la galerie fait déjà parler d'elle dans tout Lyon. La presse locale s'y intéresse, des collectionneurs privés ont pris des rendez-vous, et plusieurs artisans de renom ont déjà signé pour y exposer leurs œuvres. Marguerite marqua une pause, observant le visage de son patron. « Il y a autre chose, Étienne. »« Quoi ?»« Manon a demandé à Pierre de vous transmettre un message. » Étienne se figea. « Quel message ?»« Elle se souvient de votre promesse. Elle vous attend demain à 18 h pour être son premier client. » Le silence qui suivit fut si long que Marguerite crut qu'Étienne n'avait pas entendu. Mais quand elle vit ses yeux s'embuer, elle comprit que cette invitation représentait bien plus qu'un simple geste commercial. Le lendemain matin, Étienne prit le TGV pour Lyon avec le cœur battant d'un adolescent à son premier rendez-vous. Il avait choisi sa tenue avec un soin maniaque. Costume sombre mais sans ostentation, chemise blanche, cravate discrète. Il voulait paraître élégant sans donner l'impression d'étaler sa richesse. Il déambula dans Lyon pendant des heures, tuant le temps jusqu'à 18 h. Il repassa devant le magasin Maison Clarté, maintenant dirigé par un manager respectueux et compétent. Il croisa Thomas qui le salua chaleureusement. Le jeune homme s'épanouissait dans ses nouvelles responsabilités et préparait même un BTS de management en alternance. À 17 h 45, Étienne se dirigea vers la rue du Bœuf, le cœur battant. De loin, il aperçut l'ancienne façade transformée. Les vitrines brillaient de 1000 feux, mettant en valeur des créations artisanales disposées avec un goût exquis. Une enseigne élégante en lettres dorées sur fond noir annonçait « Atelier Lefebvre, Arts et Artisanat de Lyon ». Devant l'entrée, une petite foule s'était rassemblée. Journalistes, curieux, artistes locaux, collectionneurs. L'inauguration attirait visiblement du monde. Étienne reconnut même quelques personnalités lyonnaises qu'il avait croisées dans des événements mondains. À 18 h précises, les portes s'ouvrirent. Étienne attendit que la première vague de visiteurs entre, puis il s'approcha à son tour. L'intérieur le coupa le souffle. Manon avait transformé l'ancien atelier de soierie en un écrin raffiné où chaque objet semblait raconter une histoire. Les murs en pierre dorée mettaient en valeur des créations contemporaines inspirées des traditions lyonnaises. Soieries modernes aux motifs revisités, céramiques aux reflets nacrés,
bijoux d'orfèvrerie mêlant techniques ancestrales et design actuel. L'éclairage était savamment étudié, créant des jeux d'ombre et de lumière qui magnifiaient chaque pièce. Des panneaux discrets racontaient l'histoire de chaque artisan, leur technique, leur inspiration. C'était exactement la vision que Manon lui avait décrite lors de leur conversation au magasin. Il la chercha du regard et la découvrit au centre de la galerie en grande conversation avec un couple de collectionneurs. Elle portait une robe noire toute simple, mais elle rayonnait d'une confiance et d'une joie qu'il ne lui avait jamais vue. Ses cheveux, libérés de l'éternel chignon de l'uniforme Maison Clarté, cascadaient sur ses épaules en vagues cuivrées. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. 6 mois de séparation s'effacèrent en un instant. Elle termina sa conversation et s'approcha de lui, un sourire hésitant aux lèvres. « Bonsoir, monsieur Morel. Bonsoir, mademoiselle Lefebvre. » Il regardait autour de lui avec une admiration sincère. « C'est magnifique. Exactement comme vous l'aviez imaginé. Merci. » Une fierté légitime brillait dans ses yeux. « J'ai tenu ma promesse. J'ai réussi toute seule. Mais moi, j'ai tenu la mienne. Je suis votre premier client. » Manon sourit et ce sourire effaça 6 mois de douleur et de doute. « Alors, suivez-moi, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. » Elle l'entraîna vers un coin plus tranquille de la galerie, où était exposée une pièce unique, un service à thé en porcelaine dont les motifs semblaient danser dans la lumière. C'est l'œuvre de Maître Chen, un céramiste franco-chinois qui s'est installé à Lyon il y a 2 ans. Il mélange les techniques de Limoges avec l'art de la porcelaine de Jingdezhen. Chaque pièce est unique. Étienne examina le service avec l'œil expert que lui avait redonné des années dans le commerce de luxe. « C'est extraordinaire. Combien ? 3 000 €. Je le prends. » Manon le regarda, surprise par cette décision si rapide. « Vous ne voulez pas réfléchir ? C'est un gros achat ? » « Non, » dit Étienne, en la regardant intensément. « Certaines choses n'ont pas besoin de réflexion. Quand on sait qu'elles sont précieuses, on les saisit. » Il y avait dans ces mots une double signification que Manon ne manqua pas de saisir. Pendant qu'elle préparait la facture, Étienne observait discrètement les autres visiteurs. Ils étaient manifestement conquis. Il entendit des commentaires enthousiastes, vit des carnets de chèques sortir, assista même à une discussion passionnée entre 2 collectionneurs pour s'arracher une pièce unique. « Voilà !» dit Manon en lui tendant la facture et l'attestation d'authenticité. « Merci pour cet achat et merci d'être venu. »« Manon, » dit-il en rangeant soigneusement les documents, « accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir pour fêter votre succès ?» Elle hésita une seconde, puis hocha la tête. « D'accord, mais pas dans un grand restaurant. Un endroit simple. Je connais un petit bistrot, rue Mercière. Chez Françoise ?» Elle sourit. « Parfait. Retrouvons-nous là-bas vers 21 h, quand j'aurai fini ici. » Étienne partit le cœur léger. Pour la première fois depuis 6 mois, il osait espérer. Manon avait gagné son pari. Elle avait prouvé qu'elle pouvait réussir sans lui. Maintenant, peut-être accepterait-elle de construire quelque chose avec lui. En l'attendant chez Françoise, il commanda un whisky et réfléchit au chemin parcouru. 1 an plus tôt, il était un dirigeant déconnecté, isolé dans sa tour d'ivoire parisienne. Aujourd'hui, il était un homme amoureux prêt à tout pour mériter la femme qui avait révolutionné sa vision du monde. À 21 h 15, Manon poussa la porte du bistrot. Elle avait troqué sa robe noire contre un jean et un pull, mais elle était toujours aussi radieuse. Elle s'assit en face de lui, avec un sourire fatigué mais heureux. « Alors, » dit-elle en commandant un verre de vin, « votre verdict ? Sur la galerie ? Exceptionnel, vous avez créé quelque chose d'unique. Nous verrons si ça dure. Les premières semaines sont toujours euphoriques. Le vrai test, c'est la suite. J'ai confiance. » Il la regardait avec une tendresse qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Manon, oui ? Est-ce qu'on peut recommencer ?» Elle but une gorgée de vin, le regardant par-dessus son verre. « Recommencer quoi ? Nous, sans mensonge cette fois, sans masque. Juste Étienne et Manon. » Elle posa son verre et lui prit la main par-dessus la table. « Ça dépend. Et de quoi ? De votre réponse à une question très importante. Laquelle ? » Manon sourit, et dans ce sourire, Étienne lut tout l'amour qu'il avait espéré y trouver.
Accepteriez-vous qu'une simple galeriste de Lyon sorte avec le président de Maison Clarté? Étienne regarda Manon, cette femme extraordinaire qui venait de renverser tous les codes sociaux d'une simple question. Accepterait-il qu'une simple galeriste de Lyon sorte avec le président de Maison Clarté? Le sourire qui illumina son visage fut sa première réponse. « Manon, dit-il en serrant sa main plus fort, je ne veux pas sortir avec une simple galeriste. Je veux sortir avec la femme la plus courageuse, la plus authentique, la plus inspirante que j'ai jamais rencontrée. Je veux sortir avec celle qui m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans un compte en banque, mais dans la capacité à se battre pour ses rêves. » Les yeux de Manon se voilèrent d'émotion. « Et moi, répondit-elle d'une voix tremblante, je ne veux pas sortir avec un président d'entreprise. Je veux sortir avec l'homme qui a eu le courage de tout quitter pendant 2 mois pour comprendre ses employés. Avec celui qui a su voir en moi ce que je ne voyais plus moi-même. » Dans le petit bistrot de la rue Mercière, entouré par les conversations feutrées des autres clients, ils se regardèrent avec la certitude que cette fois, rien ne viendrait plus s'interposer entre eux. Plus de mensonges, plus de masques, plus de différences sociales insurmontables, juste 2 êtres humains qui s'étaient trouvés dans les circonstances les plus improbables. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Manon en souriant à travers ses larmes. « Pendant des mois, j'ai rêvé de rencontrer le vrai Étienne Morel pour lui dire ces 4 vérités. Et finalement, quand je l'ai rencontré, je suis tombée amoureuse de lui. Et moi, répondit Étienne, je pensais que diriger une entreprise, c'était prendre des décisions depuis un bureau. Tu m'as appris que c'était d'abord comprendre les gens qui la font vivre. Ils trinquèrent, scellant cette nouvelle alliance entre 2 mondes qui n'avaient plus rien d'incompatible. « Il faut que je te dise quelque chose, » reprit Étienne. « Ces 6 mois où je t'ai laissé te débrouiller seul, ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie. Combien de fois j'ai eu envie de t'appeler, de t'aider discrètement, de jouer les chevaliers servants? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je savais que c'était le seul moyen de te prouver que je t'aimais vraiment. Pas comme un protecteur condescendant, mais comme un homme qui respecte la femme qu'il aime. » Manon se leva, contourna la table et vint s'asseoir à côté de lui sur la banquette. « Étienne, » murmura-t-elle en posant sa main sur sa joue, « est-ce que tu sais pourquoi j'ai vraiment créé cette galerie? Pour réaliser ton rêve, pas seulement. » Ses yeux verts plongèrent dans les siens. « Pour devenir la femme que tu méritais, pour ne plus être celle qui subit, mais celle qui construit, pour pouvoir te regarder en face, d'égal à égal. Tu l'as toujours été, Manon. Dès le premier jour. »« Non, » dit-elle en secouant la tête. « Le premier jour, j'étais Manon la vendeuse résignée. Aujourd'hui, je suis Manon l'entrepreneuse, et c'est cette Manon-là qui peut aimer Étienne Morel sans complexe. » Ils s'embrassèrent enfin, là, dans ce petit bistrot lyonnais, où tout avait commencé 6 mois plus tôt. Ce baiser avait le goût des promesses tenues, des obstacles surmontés, des vérités acceptées. Quand ils se séparèrent, Étienne fouilla dans la poche intérieure de sa veste. « J'ai quelque chose pour toi. »« Étienne, non !» Tu avais promis de ne plus jouer les... Ce n'est pas ce que tu crois, l'interrompit-il en sortant une enveloppe. C'est juste un contrat. Manon fronça les sourcils et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un document officiel de Maison Clarté. Qu'est-ce que c'est? Un partenariat commercial. Maison Clarté souhaiterait exposer et vendre certaines pièces de ta galerie dans ses magasins haut de gamme. Avec tes marges, bien sûr, et ta signature d'authenticité. Manon parcourut le document, incrédule. « Étienne, c'est énorme. Un partenariat avec Maison Clarté, ça représente une reconnaissance de ton travail, un débouché national pour tes artisans, et surtout, la preuve que nos 2 mondes peuvent non seulement coexister, mais s'enrichir mutuellement. Mais, et nous, mélanger travail et sentiments, nos sentiments n'ont rien à voir avec ce contrat, dit fermement Étienne. Ce partenariat, c'est la directrice des achats de Maison Clarté qui l'a proposé après avoir visité ta galerie. Moi, je n'ai fait que signer. En tant que petit ami, je me contenterai d'être fier de toi. » Manon éclata de rire. « Petit ami, on va un peu vite, non? Tu préfères prétendant officiel, soupirant attitré, homme de ta vie en devenir? J'aime bien la dernière option.
Ils sortirent du bistrot main dans la main, déambulant dans les rues pavées du vieux Lyon sous un ciel étoilé. La nuit était douce, parfumée par les premiers lilas du printemps. « Au fait, dit Manon, comment va Mémère? Elle me demande tout le temps des nouvelles de ce charmant Julien. Je n'ai jamais osé lui dire la vérité. Tu veux qu'on aille la voir ensemble pour que je me présente officiellement? Tu ferais ça? Manon, cette dame m'a adopté dès la première rencontre. Et puis, j'ai une dette envers elle. Laquelle? C'est grâce à ces conseils que tu m'as donné une seconde chance. » Ils s'arrêtèrent devant l'atelier Lefebvre. Les vitrines brillaient encore dans la nuit, mettant en valeur les créations qui avaient déjà conquis Lyon. Une pancarte complet était accrochée à la porte. « Complet le jour de l'ouverture », murmura Étienne. « Je suis fier de toi. »« Nous sommes fiers de nous », corrigea Manon. « Toi, tu as révolutionné ta façon de diriger. Moi, j'ai trouvé le courage de mes ambitions. Ensemble, nous sommes devenus meilleurs. » Un an plus tard, l'atelier Lefebvre était devenu une référence dans toute la France. Manon avait ouvert une seconde galerie à Paris, dans le Marais, et formait une nouvelle génération d'artisans à la croisée entre tradition et modernité. Le partenariat avec Maison Clarté avait permis de faire connaître l'artisanat français contemporain dans toute l'Europe. Étienne, quant à lui, avait transformé sa méthode de management. Tous les 6 mois, il visitait incognito l'une de ses filiales, non plus pour espionner, mais pour maintenir le contact avec le terrain. Il avait créé un conseil consultatif d'employés qui participait aux grandes décisions stratégiques. Et tous les samedis, sans exception, il rendait visite à Mémère au parc de la Tête d'Or. La vieille dame, qui avait immédiatement adopté ce charmant Étienne, tricotait maintenant des petits chaussons en anticipant des événements qu'elle seule semblait voir venir. Ce samedi de mai, particulièrement radieux, alors qu'ils étaient assis tous les 3 sur leur banc habituel, Étienne sortit un petit écrin de velours bleu de sa poche. « Mémère, dit-il solennellement, j'aimerais avoir votre permission pour demander la main de votre petite fille. » La vieille dame battit des mains comme une enfant. « Enfin !» s'exclama-t-elle. « J'attendais ce moment depuis 1 an. » Manon regarda alternativement l'écrin et Étienne, les yeux brillants d'émotion. « Un Manon Lefebvre, » dit Étienne en s'agenouillant devant elle, au bord du lac où nageait leur cygne familier. « Veux-tu m'épouser? Pas parce que je suis président de Maison Clarté, mais parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans la femme extraordinaire que tu es. »« Oui, » répondit-elle dans un souffle. « 1000 fois oui. » Quand il glissa la bague à son doigt, Mémère applaudit, les passants sourirent attendris, et les cygnes semblèrent danser sur l'eau comme pour célébrer cette union improbable qui avait commencé par un mensonge et se terminait par la plus belle des vérités, l'amour. 6 mois plus tard, ils se mariaient dans une petite église du vieux Lyon, entourés de leurs proches, des employés de Maison Clarté devenus leurs amis, et des artisans de la galerie. Thomas était le témoin d'Étienne. Mémère portait les alliances sur un coussin brodé de ses mains. Et quand le prêtre leur demanda s'ils promettaient de s'aimer dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, ils se regardèrent en souriant. Ils avaient déjà traversé les mensonges et la vérité, l'orgueil et l'humilité, la séparation et les retrouvailles. Ils étaient prêts pour tout le reste. Quelques années plus tard, quand leurs enfants leur demanderaient comment ils s'étaient rencontrés, ils leur raconteraient cette histoire extraordinaire d'un homme qui avait dû se déguiser en quelqu'un d'autre pour découvrir qui il était vraiment, et d'une femme qui avait dû perdre ses illusions pour trouver sa force. Ils leur diraient que parfois, les plus beaux amours naissent des mascarades les plus folles, et que la vérité, même tardive, est toujours plus forte que le mensonge. Il leur dirait que l'amour véritable, c'est quand on peut enlever tous ces masques et être aimé pour ce qu'on est vraiment. Et ils auraient raison.